Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 all time. C'est lundi, Oui, monsieur. meilleur jour de la semaine. Yes, sir. Le premier, le meilleur. Ouais. Voilà, c'est vrai. On commence par le meilleur. Tout à fait. Et après le bain de sang de lundi dernier, que dis-je? La guerre civile. Ça a été, franchement. Ça va. Les joueurs actuels les plus Les gens sont surcotés. sensibles. Hein. Y aura-t-il un les surcotés all time? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. J'aime bien. Balancez vos takes. Allez, on s'occupera de Melo et Westbrook plus tard. Westbrook. Je rigole. C'est juste pour mettre dans l'ambiance tout de suite, Alex. Tout de suite, là, on est au taquet, on va parler de révolution. Hein, et ça va pas être la tête qui va être tranchée, ma foi, comme il fut un temps. Non, on va parler de basketball. Vous êtes dans le Top 10 All Time de ce lundi avec Léonce, Alex et Billy. On est très content de vous retrouver. Alex, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des joueurs qui ont révolutionné le jeu. Donc on va plutôt être sur le terrain, dans le jeu, balle en main ou autour de la balle, quoi, pas loin. On va être un peu moins... Enfin, je veux dire, s'il y a les aspects un peu plus économico, juridico, marketing et tout vont être pris en compte, mais il faut qu'aussi que tu sois sur le terrain, quoi. Exactement. Précisons-le tout de suite. Pendant que vous vous installez, on espère que vous allez bien et que vous démarrez formidablement cette semaine. Top 10 All Time des joueurs qui ont révolutionné le jeu. On reste bien sur le parquet. Alors oui, comme tu l'as dit, il y aura des aspects dont on pourra parler parce que certains, ça fait partie de leur bagage. Hein. Mais on est vraiment là pour dire, attends, lui, il est arrivé, et puis il y avait le jeu avant, et puis depuis qu'il est arrivé, tiens, c'est marrant, le jeu a tout jamais été changé. Il y a plein de gens qui te copient, ça peut être un critère. Le critère, c'est tu fais des trucs techniques que les autres ne savaient pas faire avant. Les critères, ça peut être, tu as des capacités physiques qui font que la NBA, regarde, elle fait, mais attends, il est pas assez grand dans le terrain. Il va peut-être falloir qu'on change 2-3 dimensions, tout à fait. Il va peut-être falloir qu'on change les règles. Ce sera un élément dont on va parler plus d'une fois. C'est solide nos paniers, là, c'est quoi ce bazar? Ouais. Voilà, le tracteur, quand il recule, là, on peut mettre un chrono quand il recule, le monsieur. Vérifiez bien les règles. Si vous voulez participer, vous pouvez d'abord venir comme ça avec vos propres ressentis, c'est-à-dire, tiens, mais lui, ce joueur, il y a eu un avant et un après. Tout le monde joue de cette manière depuis qu'il est arrivé. Vous voyez de qui je veux parler? On aura l'occasion de parler de règles au sein de la NBA, des choses qui ont été totalement changées, des décennies qui ont été impactées, des structures même d'équipe où les franchises NBA ont dû dire non, avant on prenait que des intérieurs ou des soldats de ce type-là, mais depuis que lui il est arrivé, on doit changer 2-3 choses aussi. Hein, voilà, c'est ça, exactement. Et puis surtout, tiens, c'est marrant maintenant, les gars, qu'est-ce que c'est que ce bazar là, les mecs de 2m15 là, pourquoi ils prennent tous des tirs de loin là? C'est qui lui, le petit courlis de fond là. Tu t'arrêtes. Donc voilà, c'est tous ces gens-là dont on va parler. Donc évidemment, on va faire péter du gros nom. Ah oui. Parce que dans l'ensemble, enfin je sais pas toi, mais moi, on sort pas du Hall of Fame, hein, puis plutôt des first ballot. On a mis Melo en miniature. Plutôt des first ballot quand même, hein, dans l'ensemble. Ouais, c'est vrai qu'on a mis Melo en miniature. On a été vache avec Melo, je trouve. Franchement, les gars, je valide pas le travail. Le jour où vous apprendrez qui c'est qui met les noms des miniatures, vous le saurez. Voilà. Dur, pauvre Mélo. Ouais. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous le savez, un lundi sur deux, c'est all time, un lundi sur deux, c'est actuel. Donc vous aussi, avant de balancer vos joueurs révolutionnaires, vous pouvez envoyer vos suggestions. On les regarde toutes les semaines, il y en a plein qui ont été balancés, donc cœur sur celles et ceux qui l'ont fait. Envoyez vos suggestions, on en a eu plein, le dossier continue à se remplir, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on sera all time, la semaine prochaine, on sera actuel. Exactement. Avant de démarrer, il convient de respecter un certain protocole, comme par exemple, dans l'introduction, vous parlez de cette vidéo, sponsorisée par nos amis de Decathlon. Ouais. Dont je porte le magnifique hoodie, Alex, des Lakers en marron, puisque la couleur primaire des Lakers, c'est le marron. Oui, et puis non, tu prends les Lakers, je veux dire, c'est un apéro, on va parler de 2-3 gars qui sont passés par les Lakers, si je dis pas de bêtises. Enfin, moi, j'ai aucun joueur des Lakers dans mon top. Arrête, n'importe quoi. N'importe quoi, c'est infesté de Lakers. Moi, j'ai pris une couleur rose, la belle couleur Vice de nos amis du Miami Heat. Avec là, tu vois, là, c'est une petite broderie de flammes. Là, c'est assez joli, c'est assez bien fait. Tout à fait. Petit sweat. Bon, on va un peu moins parler du Heat quand même là dans ce top 10. Un peu moins. Mais on peut en parler gentiment. Moi, j'en ai. Oui, moi aussi. Les gens qui sont passés par. C'est pas forcément des gens qui représentent, tu vois, genre. Non, le mec qui a fait la statue de Wade ne sera pas dans le classement. Mais il a révolutionné le jeu. Tu sais qu'il a révolutionné le jeu, lui. Hein. Il a révolutionné le game. Hein. Oh putain. Il a mis un nouveau standard de leader. Il me ressemble plus à moi qu'à Wade, presque.
C'est un peu chaud. Alex, pas de quinoa. Ouais, voilà. Donc, nos amis de Decathlon, évidemment, vous pouvez retrouver tous leurs produits lifestyle comme nos suites ou d'autres choses, des shorts et tout. Et bien évidemment, des chaussures sur certaines franchises. Ouais. Lakers, Warriors, Heat, Celtics, c'est quoi c'est quoi je l'ai... Attends, Lakers, Bulls. Tout à fait. Bulls. Classique, hein. Évidemment, vous foncez, vous les connaissez, ce sont les copains du Top 10, qu'ils soient actuels ou all-time, ce sont les amis de Decathlon. Vous allez dans le premier lien épinglé de cette vidéo et vous pouvez vous régaler. Surtout dans ces fêtes de fin d'année. Je regarde ma to-do list. Critères, c'est bon. Critères, on a un peu expliqué là. Ouais. Pense, hein. C'est quoi une révolution? Ouais, ça va. Révolution. On l'a dit un petit peu quand même. Vous allez voir dans ce top 10, il y a, sans vouloir plagier les inconnus, il y a révolution et révolution. C'est-à-dire qu'il y a des types qui ont changé un truc important du game. On va avoir des types qui ont des règles à leur nom et tout. Bon, ok, t'as des gars, quand tu regardes comment ça jouait avant et comment ça joue après ou pendant après, tu fais ah oui quand même. Yeah. Donc en fait le gars à jamais lui, il sera. Ouais, il a une il y a des gars qui sont vraiment leur style de jeu, leur façon de faire certaines choses a influencé des générations entières. Absolument. Exactement. Donc, voilà. Non, c'est énorme. Il y a les règles, il y a plein de choses. Ouais, voilà. Tout à fait. Maintenant, ce qui va se passer, c'est un classique évidemment de chaque lundi. On appelle ça la transmission de tablette avec Xinator. Je te transmets la tablette, les gens attendent un backflip et on va aussi parler de nourriture, car mesdames et messieurs, le voici le backflip. On va le refaire. Okay, le lundi, qu'est-ce qu'on mange? Alex, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Vu qu'on est quand même, on n'est pas encore techniquement en hiver, mais enfin on se rapproche. Mont d'Or au four, très bon ça. Très marche très bien. Bon, bien sûr. Mont d'Or au four. De gousse d'ail dedans. Gousse d'ail dedans, bien sûr. Voire un filet de vin blanc. Filet de vin blanc du Jura, hein, on y va. Du Jura ou de ce que tu veux, mais du vin blanc, oui. Tout à fait. Enfin, t'évites le truc moelleux, là, on va pas rentrer dans le pinard maintenant. Avec modération. Mais ouais, toujours, bien sûr. Le Mont d'Or aussi, d'ailleurs, en modération, c'est pas plus mal. Ouais, tout à fait. C'est très très bon, mais doucement quand même. Pas à chacun, quoi. Et alors, question un spécialiste, justement, dedans, pain ou pomme grenaille? Moi, je suis très pomme de terre, je trempe mon pain et tout. Ah ouais. Moi, j'avoue, le Mont d'Or, derrière, je le mange un peu comme une raclette. Tu vois, je suis là, ça a bien fondu et je mets ça sur mes petites pommes de terre. D'accord. Ça, j'aime bien. Ok. Magnifique, si vous faites des Monts d'Or. Après, oui, clairement, je connais des gens, qui sont là avec leur petit bout de pain au bout de leur fourchette, en train de triturer le Mont d'Or et tout. Ouais. S'il perd son bout de pain, il fait la vaisselle, non? Ouais, voilà, mais ça laisse de la mie, tout ça. Je suis plus pomme de terre. Allez, clairement. magnifique. Si vous êtes la team Mont d'Or, vous n'hésitez pas à. Il faut bien qu'il y ait des légumes, quoi. Donc du coup, tout pomme à de fait. terre. Cette saison. Léon, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Petit brunch, ambiance cocooning. Bien. Des petits œufs, petit café. Là, j'ai bien envie. Bon, ça sera pas aussi bon que tes croissants que tu m'as fait découvrir l'autre jour, mais j'irai chercher les petits pains au lait de merveilleux de Fred, très bon. De chez Fred? Ouais, merveilleux de Fred ou de chez Fred, je sais plus, c'est une boutique, là, il y en a à Paris. Si vous êtes merveilleux, là, c'est la meringue. Ouais, mais alors eux, ils font des pains au lait. Ouais, okay. Pain au lait de matin, frais. D'accord, ok. Très bien. Ceux qui sont intéressés par les meilleurs croissants de Paris, vous allez chez Mamiche, évidemment. Ils sont extraordinaires. On est de saison, bœuf bourguignon. Voilà. Vous le faites comme vous voulez, mais ce sera évidemment le plat de ce lundi pour Bibi. Dites-nous ce que vous mangez, évidemment, on vous souhaite un bon appétit. On va pouvoir démarrer. Tu as une tablette? Ouais, j'ai une tablette. Avant ça, les mentions honorables. Il y a des personnes. De toute façon, c'est simple. Faites vous-même votre classement. Vous allez vous rendre compte que je sais pas toi, Alex, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens où vous dites merde, mais en fait, il y en a tellement que je vais devoir nexter beaucoup de gens. Il y a un paquet de mecs qui ont été laissés hors du top 10. T'as un nom? J'ai 2 noms de meneurs qui ont joué grosso modo à la même période ensemble et qui ont tous les deux, chacun dans leur style, apporté des modifications de jeu qui ont été copiées plus tard et qu'on a enfin je veux dire c'est peut-être pas eux le vrai tranchant, mais c'est eux qui ont démocratisé. Par exemple, j'ai Tony Parker. Ok. Ouais. Tony Parker, dans sa façon de jouer, sa façon d'attaquer le cercle, pour son gabarit et la façon dont il utilise sa vitesse, son spin move en pleine course, des joueurs, des meneurs essayent de le reproduire. Il n'était pas le premier, Nate Archibald en faisait et tout, mais il l'a vraiment beaucoup utilisé, et puis on voit bien que c'est pas si simple que ça comme move et tout. Le flotteur de Tony Parker, je veux dire, quand tu vois que des mecs comme Chris Paul, Derrick Rose, ou Derrick Rose sont là en train de te dire bah ouais, moi j'ai vu Tony Parker le faire, je me suis dit bah ouais, c'est un tir quand même vachement pratique pour éviter les grands. Bon bah révolutionnaire. Il a
c'est pas une révolution du jeu, mais c'est vraiment un pan technique des meneurs qui est très important. Et donc après, j'ai pas que 2 mentions, mais le deuxième meneur, même période, c'est Steve Nash, que je rentre pas dans mes 10, mais croyez-moi, j'en avais très envie, mais à un moment donné, il faut rester raisonnable. C'est-à-dire que Steve Nash, du jour au lendemain, on lui a dit les défenseurs, ils ont plus le droit de te toucher. L'autre, il a fait, ah bon, comment ça? Moi, je vais me balader partout. Puis alors, les défenseurs, ils vont galérer du coup. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est l'un des premiers. C'était pas le seul. Il y a des mecs qui arrivaient à le faire avant. On va en parler dans cette vidéo et tout. Mais du jour au lendemain, le hand-checking, a été banni de la NBA. Je crois que c'est 2003-2004 par là, vraiment banni. Avant, il y avait déjà des premiers qui poussaient et tout pour que ça s'arrête, mais c'était encore autorisé. On pouvait toucher... Le défenseur pouvait poser sa main sur la hanche de l'attaquant, voilà. Et du jour au lendemain, c'était plus possible. Steve Nash, il était grosso merdo dans son prime, il a été 2 fois MVP du coup. C'est pas que à cause de ça, mais c'est vrai que les Suns de l'époque, avec Steve Nash qui se balade partout dans ta raquette, des snipers autour, et Amar'e Stoudemire, qui est l'un des meilleurs gars pour catcher une balle en pleine course et aller crabouiller des dunks. C'est 2 mentions, tout à fait. Il y a plein de meneurs derrière qu'on a vu, Deron Williams, Chris Paul encore lui, mais même d'autres, qu'on voit même encore aujourd'hui profiter de ça parce qu'ils se baladent et tout, et on voit bien qu'ils ont regardé comment faisait Steve Nash. Comment il se place, comment il utilise les trajectoires des coéquipiers, comment il tourne autour des défenseurs et il lâche pas son dribble, enfin bref, plein de choses comme ça. Donc voilà. Tony et Steve Nash, je trouve que ce sont 2 meneurs qu'on cite pas assez souvent dans la conversation des types qui ont quand même changé des choses, qui se sont fait copier un paquet. Ils ont changé le jeu, évidemment à l'époque, pour Tony, pour continuer sur lui, c'était pas fréquent d'avoir un meneur scoreur. On a tout le temps été sur des meneurs gestionnaires. Alors il y en avait un des meneurs qui était capable de scorer. Il y a eu Iverson avant Tony, même si c'est pas vraiment un meneur, mais un vrai meneur d'une équipe qui gagne. Ouais, tout à fait, mais qui est vraiment un force scoreur important. Il n'y en avait pas des masses. Il y a eu Isaiah, tout à fait, et dans un registre qui était différent de celui de Tony. Il avait des flotteurs au passage. Tout à fait. J'en ai 2 aussi qui n'ont pas fait le cut. Est-ce que tu as un barbu gaucher? Non. James Harden était très très proche de rentrer dans mes 10. C'est un joueur qui a changé le jeu. Parce que techniquement, offensivement, ce qu'il a réussi à apporter et ce qui a ensuite été dupliqué par certains, pour moi, c'est un game changer offensif. Là, ce n'est pas lui qui a créé l'Eurostep, mais c'est lui qui l'a, avec Manu Ginobili avant, démocratisé pour beaucoup de joueurs. Le sidestep, c'est une révolution de James Harden. Le sidestep, il est repris par tout le monde maintenant. Tout le monde. Tous les grands attaquants doivent être des joueurs capables. Rajouter le Gather Step, donc en plus, on n'a pas de plus et tout. Absolument. Offensivement, je parle. Offensivement, vraiment. Ah oui, mais James Harden, révolutionner le jeu, ça peut être que d'un côté du terrain, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on va beaucoup quand même parler d'attaque. On va pas parler que d'attaque. On va parler aussi de défense. Ouais, mais on va beaucoup parler d'attaque. Je voulais faire une mention pour Harden parce que c'est un joueur qui, on va voir comment ça va se passer la fin de carrière, mais qui peut être tombé aussi un petit peu dans l'oubli. Et en fait, quand on va revoir la carrière de James Harden, on va dire genre, wow, offensivement, tous les gars qu'on voit aujourd'hui, ils ont repris des éléments de jeu de James Harden que lui vraiment a implanté à sa manière. C'était le premier. Et je sais pas si tu as Draymond Green, qui fait partie aussi des joueurs qui, en fait, dans ce qu'il a apporté dans le jeu pur, c'est-à-dire petit profil, au niveau de sa taille, au niveau de son registre. Il a révolutionné le jeu, Draymond Green. Je pense que Draymond Green, on s'en rend pas assez compte, mais le profil de joueur qu'il est, pour être... Combien y a-t-il de points d'ancrage défensifs, aussi polyvalents, qui ont créé ce profil-là? Il n'y a pas de Draymond Green avant lui. Non, il peut y avoir Dennis Rodman. Mais c'est pas... Non, c'est pas pareil. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, qui était pas très grand, qui se mangeait des pivots plus grands que lui. Je trouve que c'est réducteur. C'est-à-dire que oui, il y avait de ça, mais en fait, Draymond Green, le joueur qui est devenu, c'est-à-dire un point forward, ça existait déjà, mais le point forward, voire center. En fait, c'est réducteur dans l'impact collectif qu'a Draymond Green. Par contre, dans l'impact individuel, putain, Rodman, le fou. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Draymond, j'entends. Il n'y en avait pas de ce profil à la naissance. Tu l'as pas rentré dans tes 10 ? J'ai pas rentré dans mes 10. Tu l'as ? Non. Draymond, c'est un joueur, il n'existait pas de profil avant qui lui ressemblait. C'est un joueur qui a apporté une manière de voir la défense, d'être un connecteur en attaque et d'être un winning player dans ce registre-là qui n'existait pas avant. On va voir la fin de carrière de Draymond Green et on va se rendre compte que c'était un mec qui, à sa manière, je parle pas de l'extra sportif, je parle pas de ce qu'il a fait, ses podcasts, ses déclarations, ses coups de pute, etc. Non, je parle vraiment du joueur qu'il est. On a ensuite vu plein de franchises NBA essayer de trouver leur Draymond Green, mais c'est impossible en fait. Tu ne peux pas. C'est trop compliqué. Il y en a qui ont commencé à vouloir avoir des Ben Simmons, du coup, qui les débarquent, les deux garçons. Je suis d'accord avec toi, limite, il pourrait rentrer. Il devrait peut-être même rentrer dans les 10. Il pourrait rentrer dans les 10. Effectivement, c'est très compliqué de trouver un profil comme lui avant lui.
peux pas. Il y a des choses qu'il a pris à d'autres. Ouais. Mais effectivement, non, super profil Draymond Green. En plus, c'est quand même un défenseur all-time, quoi. C'est un mec qui a mis des 3 points. On en a reparlé la dernière fois du game set des finales et tout. C'est un malade qui a scoré plus de 30 de points avec de la réussite à 3 points. Qui défendait sur quoi 5 postes, gueulait, a fait des passes. C'est un passeur extraordinaire. Je pense qu'il n'y en a qu'un seul, de Draymond. Okay. Mais ça reste une mention honorable. Donc, après, j'ai une ou deux autres mentions, mais j'ai pas trop envie de les poser là parce que je pense que c'est dans tes 10. Attention. Donc du coup, je préfère... soit tu peux le décrire et je te dis tout de suite non, soit... Mais dis pas le nom, mais tu peux le décrire. Le décrire, mais si je le décris, tout le monde va comprendre. Bah tu vas voir, ça va être drôle. Non, mais c'est... je peux pas le décrire. Je ne peux pas le décrire, il est indescriptible. Je peux pas le décrire. Si, je peux le décrire, mais je veux dire, si... Vas-y, décris. N'importe quel indice va dévoiler de qui je parle. Okay. Donc c'est pas bien. Non, c'est pas bien, je préfère rien dire. Tu le gardes pour la fin de la vidéo ? Je garde pour quand tu vas le sortir, parce qu'à mon avis tu vas le sortir, je vais dire bon, moi il rentre pas dans mes 10. C'est de lui dont je te parlais tout à l'heure. Ce qui veut vous dire aussi que... Si tu le sors pas, je dirais tiens c'est marrant, on l'a pas mis tous les deux. Celles et ceux qui se posent la question, nous ne regardons pas nos top 10 respectifs. Alex a le sien, j'ai le mien et on va voir ce qu'on aura. C'est important, parce qu'il y en a qui disent vous consultez avant. Non frère, là, c'est confidentiel. Au tout début on le faisait je crois. Au tout début il y a eu une ou deux situations, mais vraiment parce qu'on se disait on a les mêmes avis. Ouais. Non, là attention. T'es prêt Alex ? Ouais je suis prêt. Eh ben, on va passer en numéro 10. Allez. On va mettre le premier des 10 joueurs selon nous qui ont révolutionné le jeu. Et là je vais voir la tête d'Alex parce qu'il va me dire quoi ? Mais il est beaucoup plus haut. Waouh, le pépère dans la NBA actuelle. Mon gars, laisse tomber. Monsieur Charles Barkley. Et Alex a mis Magic Johnson en 10. Il est dans mon 10, il est plus haut. T'as Charles Barkley ou pas ? Bien sûr. Ah ouais. Évidemment, oui, Charles Barkley. Ah, dans une mais heure. Tu vas voir, je suis raisonnable. Non, t'as été raisonnable ? Ouais, non, très raisonnable. En se grattant la barbe. Non, je suis hyper raisonnable sur Barkley. Ok, parle-nous un peu de ce petit meneur de jeu qui est Magic Johnson. Il a changé le jeu selon toi, ouais ? En fait, Magic Johnson, parce que là, on parle de jeu. Oh la vache. On parle de terrain. Donc, il a effectivement changé des choses sur le terrain, évidemment. Mais... Je pensais que tu aurais mis plus haut. Ouais, en fait, il a fait que de descendre. Wow, ah ouais ? Oui, j'ai pensé à lui plus haut. Et puis petit à petit, j'ai glissé des mecs au-dessus en me disant... Parce que finalement, regarde, le mec... Ok, bien sûr que Magic Johnson a imposé des changements de jeu. Mais en fait, lesquels ? Par exemple, je te pose la question. Pour toi, Magic Johnson, qu'est-ce qu'il a changé concrètement dans le jeu ? Si tu fais plus de 2 mètres, t'as le droit d'être meneur. Voilà. C'est quand même une révolution d'une violence. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup après lui, finalement ? Si tu... LeBron James, voilà. Luka Doncic. C'est pas Luka, Lucas. LeBron, Doncic, voilà. Même des... Après, il y a d'autres gars, évidemment, mais LeBron, c'est un des enfants de Magic. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a quelques-uns, oui, et ce sont des putains de monstres de génie du basket. Tout à fait. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que Magic, moi j'idolâtre Magic, c'est pas le sujet. J'adore le Showtime, c'était incroyable, mais ça reste un truc collectif qui n'était pas basé que autour de Magic. Il en était le leader, mais Worthy, Karim Abdul-Jabbar, Pat Riley, AC Green, Michael Cooper, enfin je veux dire, c'est pas pour enlever à Magic, mais je veux dire, c'était un tout quand même le délire, dans le sens où je pense que Magic, il a proposé des changements qu'il a trop bien incarnés. Les gens vont le mettre plus haut parce qu'il est à la base d'une révolution marketing en NBA. Même du jeu, mais on a dit que le marketing, on le mettait un peu derrière et tout. Donc ça, limite, j'aurais pu faire Magic / Bird dans ce cas-là, tu vois. J'aurais presque dû, d'ailleurs, tiens, tu sais quoi, regarde, je vais le faire. J'avais Magic / Bird à la place que vous verrez plus tard. Magic / Bird. Exactement, c'est ça le vrai truc pour moi, et c'est pour ça que je l'aimais pas plus haut, parce qu'après j'ai essayé de me cantonner plus au parquet, aux changements de règles, aux gars qui ont été copiés par genre des lambdas, ou des lambdas qui ont essayé en tout cas, alors que Magic, en fait, le truc c'est que oui, il y a des mecs qui sont des enfants de Magic, mais genre si tu me dis LeBron et Doncic, c'est des putains de génies du jeu, avec pour LeBron des moyens physiques de fou malade, et pour Doncic des moyens de QI technique complètement fous. Et en fait finalement il y a assez peu de joueurs qui ont vraiment tenté de copier Magic. Il y a Boris Diaw aussi, je pense qu'il a bien regardé Magic Johnson, mais en gros il y en a pas beaucoup parce qu'il faut des skills complètement folles. J'ai des mecs plus hauts, notamment un très très haut auquel beaucoup de gens pensent, je pense aussi comme moi,
ou bah laisse tomber quoi. Il y a genre en bas de chez moi, les gars ils essaient de le copier quoi. Et oui, beaucoup plus facile à copier, enfin beaucoup plus facile à tenter de copier, parce qu'après y réussir, voilà. C'est dans ce sens-là où du coup, c'est du changement, mais c'est pas une révolution. Pas sur le terrain, pas pour moi. J'entends, voilà. Je trouve ça dur, mais ok. Non, mais il y en a d'ici. Voilà, ils sont là tous les deux. T'as réussi à rentrer Magic. Ouais. Allez, on est bon. Donc là, j'ai la fanbase des Celtics et la fanbase des Lakers. Quoi, mon gars? Deux des fanbases les plus aimables. Bien sûr. De l'histoire NBA. Moi, je les trouve très bien. Qui sont pas contentes. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais non, mais donc toi, t'as Charles. J'ai Chuck qui est plus haut chez Alex. Je te laisserai évidemment en parler en détail, mais Charles Barkley, puisque je reparlerai de Magic un peu plus tard. Charles Barkley, dans les premières lignes évidemment qui m'ont marqué et qui faisaient qu'il ne pouvait pas sortir des 10. Quand on écoute parler des garçons comme Chris Webber, comme Shaquille O'Neal, qui sont arrivés au début des années 90, et il faut comprendre qu'avant ça, un intérieur qui gobe un rebond, il prend la balle, il la donne à son meneur. Cela n'existe quasiment pas, un intérieur qui part en dribblant et qui fait un coast-to-coast. C'est Charles Barkley. C'est une signature Charles Barkley. Tout à fait d'accord. Et Shaq l'a dit, quand il était jeune, il a vu Charles Barkley et il a dit, tu sais quoi, moi j'ai voulu commencer à prendre le rebond et au lieu de le donner à mon meneur, je tapais des grands dribbles et on voyait Shaq faire ça. Et ça a donné naissance à des Chris Webber. Et ça a donné naissance à d'autres intérieurs qui ont commencé à se dire, ah tiens, je peux faire des choses qui n'existaient pas. Aujourd'hui encore, on a des gars qu'on voit dire, oh dis donc, il me fait penser à Charles Barkley. Tout à fait. Et donc, Charles Barkley, il y a ça. Charles Barkley, il y a du changement de règles, le tracteur. Hein. Ah, il y a une Barkley Rule. Il y a une Barkley Rule, hein, mon gars. Si tu veux enfoncer un être humain pendant plus de 5 secondes, c'est terminé. La Barkley Rule, exactement. Ah ouais, tu peux pas. C'est bouge pas. Donc, un joueur a 5 secondes pour shooter, passer ou arrêter son dribble. À partir du moment où il commence à dribbler dos au panier, voilà. Dans ce qu'on appelle la zone avec la free throw line extended, mais en gros tu commences pas non plus à dribbler dos au panier derrière la ligne à 3 points, tu vois. Mais en gros, oui, c'est une rule parce que Charles Barkley. Parce que Charles Barkley, il était extraordinaire. Et puis il a changé le jeu parce qu'évidemment on va parler t'as dit de joueurs légendaires et de physique légendaire. Charles Barkley, c'est un joueur qui est arrivé et qui a dit sur le parquet, oui, tu peux être un intérieur en dessous des 2 mètres avec un joli tour de taille. Et en fait, je suis bête, je l'ai mis en 9. Ah, tu l'as en 9, très bien. Vas-y. Et Charles Barkley, en fait, oui, je peux être un ailier fort de moins de 2 mètres, d'avoir un joli tour de taille, mais de par ma condition physique et athlétique, qui est extraordinaire, on a vu avec l'arrivée de Zion, on a dit, next Charles Barkley, tu vas pouvoir casser le jeu. C'est-à-dire, en fait, autour de moi, il va falloir construire l'équipe différemment de ce qui a été fait jusque-là, au début des années 80, quand Chuck débarque dans la draft de Jordan, ou la Joan, Stockton et compagnie. Tu n'as pas ce genre de lié fort autour duquel tu vas pouvoir construire. Et d'ailleurs, on va le voir jusqu'à Phoenix, qui va être le point culminant. C'est un joueur qui a changé la NBA à tout jamais. Et je reste sur le parquet. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à parler, et je te laisse en parler de tous les impacts autour de Charles, des gens mettent Charles dans le top 7, j'ai pas de problème. Ouais, tu peux potentiellement le mettre plus haut, parce que, bon, moi je l'ai en 9, donc comme ça j'en parle maintenant. Mais ouais, tu peux le mettre plus haut, parce qu'en plus, dans le comportement extérieur, le rapport des joueurs avec les médias, oui. En joueur, Charles Barkley, du jour au lendemain, il est devenu le client préféré presque des médias. Oui. D'ailleurs, après, il a fait carrière dans les médias pendant limite aussi longtemps que joueur. Même plus longtemps maintenant que joueur. Parce que client incroyable, parce que ses coéquipiers l'aiment bien, parce qu'il est marrant, parce qu'il raconte des bonnes blagues, parce que si tu lui casses les couilles dans un bar, tu passes par la fenêtre. Parce que Charles Barkley, je dis pas que c'est bien, hein, j'ai juste le personnage global. Les enfants ne faites pas ça. Le personnage global. Est complètement incroyable et a changé aussi la relation joueur-média un bien peu. Sûr, pas le seul, il y en a d'autres, ils arrivent. Mais lui, il en fait partie. Clairement. Moi, je l'ai en 9, je l'ai devant Magic et Bird. Pour moi, tu vois, il a plus changé le jeu pur que Magic et Bird, Charles Barkley. J'en parlerai après. Je pense que tu l'as plus haut aussi. J'ai monsieur Dirk Nowitzki en place numéro 9, que des gens peuvent mettre évidemment plus haut, puisque c'est un des noms qui vient souvent à l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce côté shooting big man. Ça n'existe pas, Kevin Durant. S'il n'y a pas Dirk Nowitzki, ça n'existe pas, tous les intérieurs qu'on va avoir. Pour autant, j'essaie juste de remettre l'église au centre du village. Ne commençons pas à dire que Dirk Nowitzki était le premier shooting big man. Non. C'est un des premiers, et si ce n'est le premier, leading scorer shooting big man. Avant, tu es un intérieur, tu ne peux pas être shooter meilleur scoreur. Ça n'existe pas. Donc ce profil est unique et révolutionnaire en son sens. Dirk est une révolution. Je voulais juste dire, si je le mets pas plus haut, c'est parce qu'avant, il y a eu des intérieurs qui shootaient un petit peu, mais c'était pas un rôle aussi important.
souvent, tu sais, avec les légendes, on grossit un peu, donc on va dire, ouais, c'est le premier Européen à percer, c'est le premier cela. Attention. Aussi. C'est pas le premier Européen à percer, c'est pas le premier big qui shootait. Combien de fois t'as parlé par exemple de garçons qui ont des volumes réduits, hein, mais Bill Laimbeer, on n'en parle pas assez, c'était quand même un intérieur qui avait du shooting incroyable et qui permettait aux Pistons d'avoir une dynastie. 3 points vraiment. Absolument. Avant ça, il y a même eu un autre Allemand qui était là avant lui, Detlef Schrempf, qui était un big 2m08, shooting. c'était un joueur grand. Sam Perkins était aussi dans ce registre-là, shooting big. Donc il y en a eu, mais la révolution Dirk, et je te laisserai en parler un peu plus tard, mais c'est d'autoriser ces joueurs de plus de 2m10 à shooter à 3 points, de devenir les meilleurs scores d'équipes qui fonctionnent. Les Mavs ont été quand même extrêmement forts, ils sont même jusqu'à un titre, donc casser le jeu dans le sens, oui, les anciens disent, on ne peut pas remporter un titre sous tac, 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 veuillez barrer la ligne avec un shooting big man en franchise player. Et ça, c'est une des révolutions de Dirk. Je te laisserai parler des autres révolutions dans les autres postes. On pourra passer en place numéro 8. Ah là, il n'y a que de la légende. Hein. Là, franchement... Il n'y a que de la légende non-stop. Il n'y a que du Hall of Famer sans discussion. On est en 8 là ? Oui, on est en 8. On est en 8. Ah, lui, c'est chiant parce que si j'ajoute le culturel, je le fous podium, mais il y a une énorme révolution sur le parquet, et après, je me demande s'il est dans tes 10, Allen Iverson. Et là, il n'est pas dans tes 10 ? Non. Ok. Ah non, parce que je suis sur le parquet. Alors justement, moi, KD n'est pas dans mes 10. Ouais, je peux comprendre. Quand même. Parce que je me suis dit, c'est un enfant amélioré de Dirk. Ouais, quand même très amélioré. Oui, très amélioré. Ouais, la vache. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, il faut quand même bien comprendre dans l'instant, donc on de comprend plus pas. En plus, on voit des jeunes arriver, des freaks, des mecs de 2m05, 2m06, 2m10, des gars, et on dit, ouais, lui, il va jouer ailier, il a un shoot. Mais ça n'existait pas avant Kevin Durant, vraiment, très peu. Kevin Garnett, un peu, il a commencé 3 sa carrière. Mais, je veux dire, ça n'existait pas vraiment. Maintenant, c'est devenu, tu sais, on fait les gars, on a les Tonmaker, machin. Donc, du coup, il y a des flops monumentaux, évidemment. On va parler d'autres joueurs aussi qui ont essayé de copier. Puis, en fait, c'est des gros flops parce que c'est trop compliqué. Mais, concrètement, le type de 2m10... Enfin, moi, quand je regardais du basket dans les années 90 et même le début des années 2000... Les mecs de 2m10, c'était des intérieurs, à quelques petites exceptions près. Il y avait des mecs un peu grands qui s'éloignaient du cercle. Ça shootait à 3 points. Ouais, même Robert Horry, il a joué longtemps 3 alors qu'il est grand, tu vois, ce genre de gars, parce que vrai shoot et tout. Mais Kevin Durant, évidemment, très compliqué de devenir Kevin Durant, attention. Hein. Mais dans le style, handle, j'essaye de créer, et même si je suis grand, je vais jouer loin du cercle. Bonjour Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, dans son style de jeu offensif, c'est qui à part un enfant de Kevin Durant, en fait, finalement. Ah, bien sûr. D'ailleurs, je crois même qu'il en a parlé, Victor, que ça a beaucoup inspiré. Et donc, parce que oui, alors évidemment, Victor, lui, il fait carrément 15 cm de plus de KD, donc c'est encore un autre délire, mais il y a vraiment de ça. Et donc, je vais parler de Dirk Nowitzki, parce que voilà, un petit peu plus tard, parce qu'il y a d'autres trucs dans Dirk Nowitzki, et je suis d'accord pour dire que sans Dirk, sans ce qu'a fait Dirk, peut-être que des KD, c'est différent, mais aujourd'hui, ça choque plus personne. Quand on voit des trucs de NCAA, on est là tous les deux, on fait des profils de draft, on discute avec Simon, avec Léon, t'as vu le gars, putain. Ah ouais, ben c'est un 2-3, hein, il fait 2m08, c'est un 2-3, il a du handle, il shoot. Ça, ce sont les fils spirituels de Kevin Durant. Est-ce que tu penses que ça pourrait être dupliqué ? C'est-à-dire que Wemby, c'est une exception, mais quand tu... Dupliqué au même niveau que Kevin Durant, en fait, c'est quand tu sortais, là, quand on parlait de Magic, c'est qu'il y a des mecs en bas de chez toi qui font du... Steph, on en parlera après. Comment est-ce que tu peux faire du KD, en fait ? En fait, c'est très compliqué de faire du KD, puisque lui, il exécute avec une qualité et une efficacité qui est phénoménale depuis des années. En revanche, et on va en parler, parce qu'il y a d'autres joueurs comme ça qui ont essayé d'être copiés, et puis malheureusement, les nouveaux trucs, les nouveaux machins... Souvent, c'est des gros flops. Malheureusement, ça va donner lieu à plein de flops. Moi, ce que je veux dire, c'est là, le truc où il a changé, c'est qu'aujourd'hui, si t'es un jeune gars de 14 ans et que t'es beaucoup plus grand que tous tes adversaires, moi, à mon époque, t'étais pivot. Aujourd'hui, si t'as un bout de handle et que de temps en temps, il y a un shoot qui rentre, t'es ailier. Et il n'y a pas de problème. Et le coach, il est d'accord et plus personne ne dit rien, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Ça, c'est KD. Ça. Alors, c'est marrant. Pour moi, hein. Oui, bien sûr. C'est marrant parce que, si je vais sortir un nom que tu n'apprécies pas trop, mais qui est, en entendant KD, en tout cas, selon ses dires, le joueur qui l'a le plus inspiré, c'est Tracy McGrady. Grave. Mais il est beaucoup moins grand. Mais oui. Beaucoup moins grand. Mais c'est un big guard. Oh, il est moins grand quand même. Il fait pas loin de 10 cm de moins. C'est un 6'8", hein.
Oui, bah après, c'est pas un 7-footer. Hein. J'entends. Ce que j'ai par là, c'est que c'est marrant parce que KD parlait de T-Mac comme le mec qui l'a inspiré, ou mot pour mot, quand Kevin Durant en parle, il dit c'est lui qui m'a aussi donné l'inspiration et l'autorisation d'être un grand lanky avec mes bras et qui pouvait en fait avoir un handle, le handle de T-Mac extraordinaire, avec une distance de shoot qui pouvait aller à 10 mètres. Ouais. Donc il y a eu d'autres gars aussi entre temps, mais je pense que c'est la taille qui fait que tu mets pas dans la même catégorie. KD a forcément des inspirations. Oui, non, bien sûr. Et tous les grands joueurs qu'on va citer là par la suite, à part peut-être un où, à mon avis, vu l'époque auquel il a joué, bah lui il a pas pu, il y a personne, et voilà quoi, voilà, merci, au revoir. Mais les autres, ils ont eu des inspirations tous, d'ailleurs des joueurs qui ont peut-être fait des moins bonnes carrières qu'eux, mais qui les ont juste inspirés. Moi, je le conçois parfaitement. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, T-Mac a toujours été... Aujourd'hui, T-Mac, c'est un mec de... Faudrait vérifier, je crois que c'est un 6'8", je dirais 2 mètres, 2m03. T-Mac, pas plus. Donc, si tu le mets dans la NBA d'aujourd'hui, et que tu le mets à l'époque, il est arrivé en NBA, on a dit c'est un 2-3. Au grosso, hein, tu vois. Il a démarré en 4 avec les Raptors. Il a démarré en 4. Il a joué en 4 avec les Raptors. Mais c'était, mais c'était tout début. Après, il a quand même fait sa carrière en 2-3. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon. Après, ils ont commencé à lui dire, bon bah mon gars, c'est parti, tu vas pouvoir. Et KD a poussé ça encore plus loin. Ah, mais tout à fait. Encore plus loin. Donc pour moi, ouais, il y a un côté révolution dans le jeu. Il y a un côté. C'est pas vraiment un point forward. KD, il peut faire des passes et tout. C'est plutôt le forward qui fait tout en attaque. C'est la licorne. Tu vois, on pourrait dire, et je sais que j'en avais entendu KD en parler une fois aussi, KD, il dit, moi je me suis aussi inspiré de Larry Bird, tu vois, par exemple. Sur le côté athlétique et le côté lanky et tout, c'est différent. Larry Bird, c'est pas du tout les mêmes moyens physiques que Kevin Durant, mais sur le côté ailier qui fait un peu de tout, qui sait tout faire. Il était géant, Larry, hein, qui sait tout faire, qui prend des tirs compliqués, des tirs bien défendus, mais qui te les met sur la tronche. Tu vois, il y a toutes ces influences-là. Et KD, il a réuni tout ça, et aujourd'hui, on voit pas mal de jeunes où on se dit, waouh, il fait penser à KD, waouh, il joue un peu comme KD, waouh, pourquoi il va pas dans la raquette? Bah, il va pas dans la raquette parce qu'il veut jouer comme KD. Non mais c'est marrant parce que tu vois, si j'étais un peu blasphématoire, et peut-être que ça va en choquer certains, ou d'autres qui vont dire, ah ouais, grave, peut-être que T-Mac, pour certains, va être trop chaud, mais c'est parce que c'est, pour reprendre les citations de KD, un des gars qui a fait ça aussi et qui était un peu plus petit dans ce registre, c'était Carmelo Anthony, qui était Tout à fait. Qui a été un 3-4 scoreur, ball handling, shooter létal, isolation, venez, je vous en mets plein la gueule, qui arrive un tout petit peu plus tôt, 6 ans avant, 5-6 ans avant 2003, 2008. Ouais, c'est la draft de 2003, donc c'est 2008 KD. Et là où par contre, bon bref, il est un peu plus. Et là où par contre je suis totalement, c'est qu'il y a eu une génération, je me souviens, où quand Carmelo est arrivé en NBA, il y en a plein qui ont dit, vous faites ce que vous voulez, mais le bag que je veux avoir, c'est celui de Melo. Et en fait, la génération qui arrive, ils veulent tous être KD. Ils veulent tous avoir le jeu de KD offensivement, parce que c'est une dinguerie. Ouais, bien sûr. Voilà, donc toi tu as mis Iverson. Iverson faisait partie des gars, donc j'ai 2 gars que je voulais pas décrire, que j'ai dans mes mentions, je suis sûr que tu vas les avoir dans ton top 10 et pas moi. Mais je conçois complètement, moi j'avais d'autres gars à mettre en valeur sûr. Là. Hein, Allen Iverson, je suis obligé d'en parler parce que, comme le dirait LeBron, un des 2 joueurs les plus qui a le plus influencé le jeu de son vivant. Selon LeBron James. Le jeu, je sais pas. Le jeu, parce que. Je comprends, hein. Mais... si, en fait, parce que. Mettons de côté, à la limite, et je vais mettre totalement de côté l'aspect culturel. On a dit c'est ce qu'on faisait. C'est exactement ce qu'on fait. Disons que ça compte, hein. Par contre, dans le jeu pur, l'écart qu'il y a eu entre la rue et les parcs NBA, c'est Allen Iverson. En termes de moves qui sont apportés. Des règles ont été changées. Palm the ball, c'est-à-dire la façon dont Allen Iverson a apporté le crossover en NBA. Il y a eu Tim Hardaway qui avait le killer crossover. Mais le cross d'Iverson, tu demandes au meilleur dribbleur de l'histoire, donc quand même on parle de dribbler, un des premiers trucs que tu apprends quand t'es petit, Iverson a créé une révolution parce que ils ont été obligés de disséquer la façon dont il driblait parce que ça allait tellement vite et le corps était tellement impliqué qu'on se demandait s'il faisait du porté de balle. Et donc il y a eu des règles qui n'ont pas la Iverson Rule, ils n'ont pas namé comme tel. Qui découle de lui, mais le porté de balle sur le crossover est quelque chose qui est fondamentalement et historiquement lié à Allen Iverson. Et ensuite, dans la manière de jouer pure, c'est avait-on vu, tu parlais d'Isaiah Thomas précédemment, avait-on vu jusque-là une équipe NBA construire autour d'un petit qui va devenir le meilleur scoreur de la NBA. On avait vu une, quoi. Pas le meilleur scoreur, mais qui construisait autour d'un meneur un peu scoreur. Meilleur scoreur de la NBA. Un homme de 1m81 devient le meilleur scoreur de la planète. Avec l'efficacité qu'on a connue, etc. Mais Iverson, oui, pour moi, il a changé le jeu. Parce que
même si on enlève tout, même si on enlève les tatouages, tout ce qui s'est passé avec son bandeau, etc. Tu entends Yanis par exemple, il le dit, moi j'ai commencé à vouloir me mettre au basket et à vouloir dupliquer Allen Iverson. Parce qu'en fait les moves étaient tellement extraordinaires et jamais vus auparavant qu'on avait besoin de statuer le fait que ce mec était réel. Non, mais j'entends. Lorsqu'il y a des mecs comme Kyrie Irving qui débarquent en NBA, on demande l'approbation d'Allen Iverson pour savoir s'il a le meilleur handle de l'histoire. Iverson est arrivé, il a dit « Je vous aime bien, j'aime Rod Strickland, j'aime Isaiah, j'aime Tim Hardaway, etc. Mais voici l'ouverture d'handle. Ouais. Et je vous invite tous à aller voir Isaiah Thomas qui parle dans Open Court de Allen Iverson et qui dit « Pendant 40 ans, on a appris le basket où le dribble, c'était inside the box. Ça veut dire que quand tu driblais, il fallait avoir un dribble court. C'était sous le genou, niveau tibia. C'est ce qu'il faisait lui d'ailleurs, Isaiah Thomas, c'était la mitraillette. Il avait la mitraillette, c'était le dribble de Isaiah Thomas qui était extraordinaire. Il ne faisait pas des grands crosses amples. Mais on ne fait pas des crosses amples. C'est littéralement une révolution du jeu parce que Iverson débat. Avant, mais c'est tout. Mais c'est très tight, tight. C'est-à-dire que Tim Hardaway, il élargit un peu, mais Iverson, il prend un écran de télé et il en fait un home cinéma. C'est-à-dire qu'il a pris le dribble et il a dit maintenant on peut aller outside the box, comme dit Isaiah Thomas. Et en ça, ce qui a inspiré Kyrie Irving, ce qui a inspiré les Steph, tous les grands dribbleurs qu'on a eu par la suite, c'est les Deron Williams et tout. Non, mais j'aime. Il y a tellement de noms. Il y a tellement de noms. Iverson, je le mets en 8. Il a été un peu plus haut au début et comme j'ai fait comme toi, j'ai été obligé de reculer parce qu'il y a les mecs devant, c'est terrible. J'aime bien le handle, c'est important, mais oh là 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 là. Numéro 7. Je savais pas où le mettre, alors je l'ai mis à une place, mon gars. Ok, t'as Dirk là. Ouais, j'ai Dirk là. T'as mis qui toi là? J'ai LeBron. Ok. Il est dans le tennis, LeBron? Oui. Un petit peu plus haut, vite fait. Non, Ouais, Dirk, bon, du coup, t'en as déjà bien parlé. J'ajoute juste, moi, je l'ai mis plus haut et surtout, je l'ai mis devant KD, parce que je suis d'accord avec ce que t'as dit. KD a dû, à des moments, regarder Dirk et se dire, putain, moi, je fais la même taille, en fait, ou presque. Hein. Je rigole quand je dis KD, c'est un 7-footer. Je sais qu'il est toujours listé en 6'9". Non, c'est un 7-footer. Mais ça se voit, c'est un 7-footer ou vraiment pas loin. Il regarde DeAndre Jordan dans les yeux, c'est vraiment pas loin. Le truc, et on verra, KD a amené le côté technique, handle incroyable pour un grand avec du shoot en pull-up et tout. Dirk, et c'est là où je pense que c'est pour ça que je le mets devant KD, et peut-être même je réfléchissais à des moments à le mettre encore plus haut, mais le problème c'est qu'au-dessus j'ai des fous furieux. C'est qu'il y a quand même, pour le coup, oui, il y a des gars qui essayent de copier KD. Faut savoir quand même que KD, un des moves qu'il a assimilé, bon lui c'est KD donc il a assimilé ça en 15 jours, il a rajouté ça à sa panoplie, c'est quand même le follow-away jumper, le fade-away de Dirk. Le one leg, bien sûr. Le one leg là. C'est quand même une arme de destruction massive quand t'as un vrai shoot et que tu fais 2m10. Ouais, j'ai oublié avec Harden, pardon, le whip-through aussi. Toutes ces armes de trucs ça, il y avait Wade, le whip-through. Ouais, tout à fait. Mais il y a eu des trucs Wade, attention, il a eu... Demande au Mavs combien de lancers il a eu grâce au whip-through. Bien sûr, mais les pires Harden KD, c'est des mecs qui ont... Tu dis ça parce que je parle de Dirk. Ouais, tout à fait, bien sûr. Non, mais plus sérieusement, Dirk, faut se rendre compte de la dinguerie, c'est que... Tony Parker a apporté du respect sur les Européens. Arvidas Sabonis avant lui, Detlef Schrempf, Vlade Divac, tout ça. Dirk, il a été MVP de régulière. Il prenait pas que des jump shots, mais en prenant beaucoup de jump shots et en devenant indéfendable dans le périmètre, en utilisant extrêmement bien son corps sans être un athlète de fou malade, et en s'inspirant aussi de moves à la Larry Bird, qu'il a copié, qu'il a presque amélioré. On parle d'un type qui a mis 30 000 points en carrière, un Européen, franchise player, MVP de régulière. Il a montré aussi, il y a une révolution dans le jeu à cause de sa technique et des moves qui ont été copiés par plein d'autres gens, notamment son one leg. Également son espèce de spin un peu lent là, en tête de raquette. Le jeu en tête de raquette de Dirk a inspiré pas mal de joueurs après lui. Et il y a aussi le côté, ça a changé un peu le terrain parce que clairement, Dirk fait partie de ces joueurs non américains qui font qu'aujourd'hui, on regarde et on scoute beaucoup plus. Ils ne sont pas les seuls, hein, attention, il y a Yanis, il y a Jokic et tout, évidemment les mecs récents. Mais dans les années de Dirk, ils étaient beaucoup moins nombreux. Et je pense que
c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui, parce qu'il y a plein de scouts et de GM qui se sont dit attends. C'est d'Allemagne, ça? C'est quoi son bled, là? Würzburg? Comment ça se passe? C'est quoi le club? Enfin, c'est quoi ce bazar? Les Allemands jouent au basket? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tu vois? Vraiment. Donc ça, dire qu'il a amené ça, et ça change aussi le jeu, parce que du coup, ça européanise la NBA. Et donc ça, c'est quelque part, c'est changer le jeu. Donc j'avais besoin de monter un peu, dire, voilà, en 7. Voilà. Donc toi, t'as mis LeBron en 7. Ouais, bien sûr, LeBron a changé le jeu. Bien sûr qu'il a changé le jeu. Je pose la question, évidemment, aux gens qui nous regardent, et je te la poserai, évidemment, Alex. Comment placer LeBron en fait dans les joueurs qui révolutionnaient? C'est hyper compliqué, il est passé par tous les spots chez moi parce qu'en fait LeBron, la première chose que je pense quand je le vois, c'est le savant qui a réussi à prendre tout ce qui se faisait de mieux dans le basket et de l'insérer dans un seul et même corps et les mêmes mains. C'est un mec qui a absolument tout ce qu'il y a de mieux qui a déjà existé. On a dit Magic, on a dit Malone, on a dit Barkley, on a dit Pippen, on apprend tout. LeBron, il arrive et il s'injecte des trucs à la Venom. Là, c'est parti, on y va. Et je vais être un peu tout ça. Donc, dans l'aspect a-t-on déjà vu? Oui, on a déjà vu. Mais lorsque tu assembles le tout... Là, pour le coup, on n'a pas vu. Là, on n'a pas vu. Ensuite, on a tout ce débat autour de savoir encore quelles sont les positions au basket. L'ère du positionless basketball, c'est LeBron, Raymond, James. C'est lui, le poste d'ailier fort, le poste de meneur, le poste d'ailier. Cette ère 2010 du positionless, moi je l'étiquette à LeBron James. Je pense que c'est un joueur qui, ensuite, dans le jeu pur, peut avoir quelques signatures, mais n'a pas... LeBron a souvent dit que s'il avait une signature, ce serait plus ses célébrations que... à la limite un dunk, mais c'est pas vraiment un shoot comme Dirk ou un truc qu'on a pu voir avec Shaq dont on parlera. De par ce que tu viens de raconter, il est dur, voire impossible à copier. Qu'est-ce que tu vas copier les LeBron James? Et c'est compliqué. Quand t'es gamin, tu l'admires. Oui, mais tu vas pas te dire je vais faire pareil parce non, tout à fait. Ou alors tu prends des éléments, c'est pour ça que quand Luka Doncic débarque en NBA, on dit tiens, il y a une forme slovène de LeBron qui débarque, playmaker de folie, on a eu parlé de Banchero, tout à fait. Avec LeBron, en fait, moi ce qui m'a évidemment forcé à le garder à ce spot, je pouvais pas le reculer, je me suis dit attends quand même, il est top 3, il est top 5, il est top 7, c'est que tu as tous ces éléments et comment ne pas parler de quelqu'un qui révolutionne le jeu quand il montre physiquement que tu peux faire ça humainement, ce qu'il fait. Personne n'a vu avant LeBron quelqu'un qui était capable de faire ça entre 36 et 40 ans. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Non. LeBron James arrive et il dit... LeBron James arrive et il dit c'est possible. On peut le faire. C'est pour ça que s'il y a des gens qui n'ont pas LeBron dans leur 10, il faut se réveiller. C'est un des mecs qui a le plus révolutionné le jeu. Mais je peux pas le mettre plus haut parce que je trouve que c'est une injection de plein de choses qu'on a pu voir, à laquelle je donne le côté longévité qui est extraordinaire. Mais dans les joueurs très polyvalents, on a eu des gars très très polyvalents dans l'histoire. On a fait des classements de joueurs les plus polyvalents. On disait putain, Pippen, qu'est-ce qu'il a pas fait quoi? Il défendait de 1 à 5, chase down, shoot à 3 points, bien caviar sûr, et tout. Bien sûr. Mais je pouvais pas le mettre plus haut. Je te laisserai en parler un peu plus. Okay. On va passer en place numéro... J'aurais dû le mettre en 6, ça aurait été très bien avec LeBron. Mais du coup, j'ai mis son papa en 6. Son papa? Ah oui. J'en parlais tout à l'heure. Merde, c'est qui son papa que j'ai pas mis? Non, t'inquiète, c'est bon, j'ai mis Magic en 6. Ah oui, d'accord. Et tu as mis le Shaq en 6. En 5. En 6, pardon. En 6, le Shaq. Alors, on va pouvoir en parler en long. Si ça te va, je vais juste parler rapidos de Magic parce que j'ai Shaq en 5. D'accord. Okay. Bon, Magic Johnson, t'en as très très bien parlé. Je le mets en 6 parce que... Tu mets pas Bird, c'est un Magic tout court. À la base, j'ai mis Magic. Magic Bird. À la base, j'ai mis Magic. Tu les sépares. À la base, j'ai mis Magic Bird. Dis le mec qui a mis juste Magic à la base. Je peux mettre Magic Bird, j'avais les deux parce que à la base, j'en avais un à chaque spot et je me suis dit, fait chier, il y a tellement de gars que j'ai envie de faire d'autres mentions. Un chacun dans le top 10 Non, c'était pas possible ça. C'est compliqué. Non. Magic, je suis obligé quand même. Tu posais la question tout à l'heure. Oui, la révolution, elle est énorme parce que on ne peut pas faire cette taille et être un meneur. On ne peut pas faire cette taille et diriger une attaque. All, contre-attaque, showtime, offense. On ne peut pas faire cette taille et intégrer, comme on vient de le dire avec LeBron, le hook de Kareem Abdul-Jabbar. On ne peut pas galoper, avoir cette rapidité, cette vision, ce fun dans le jeu. Bien sûr qu'on avait des années fun. Dans les années 70, on avait des Pete Maravich débarqués, on avait du serving dans les airs qui était gracieux, on avait Oscar, on a Bob Cousy qui a fait des dingues. Magic, il arrive, il a fait « Mais mon gars, de quoi vous parlez ?» Il y a eu un avant et un après sur le système de passe, sur la façon de voir passer, la façon de voir les contre-attaques. Oui, il y avait des contre-attaques qui étaient sympas dans les 70. Dans ABA, un peu moins en NBA, mais en ABA surtout. Oh. Magic est arrivé et il a dit, je vais transformer
une équipe en une Cadillac avec ce rythme de jeu, je vais faire briller tous mes coéquipiers et de par mon style de jeu qui va être révolutionnaire, je vais vous montrer qu'on peut construire une dynastie. Alors oui, on oublie souvent de mentionner qu'il y a Karim, James Worthy, comme tu l'as dit, c'est tout autour. Pas Riley. Mais c'est quasiment impossible à dupliquer en fait, parce que on a dit LeBron, mais LeBron c'est autre chose. On a dit Boris Diaw, mais du coup Boris, magnifique carrière, mais n'est pas le franchise player d'une dynastie et tout. Luka, bon. Et donc... Luka, on va voir. Et donc avec Magic, ouais, il y a une révolution totale du jeu en fait. Depuis, on a vu des joueurs grands qui se sont dit oui, en effet, je vais mener les contre-attaques, oui, je vais être un meneur et je vais montrer que faire le foufou, Ben Simmons, tout à fait, faire le foufou sur le parquet, faire des passes extraordinaires, ne veut pas dire être cloué sur le banc parce que tu as fait le clown et le mariole. Tu peux jouer et t'amuser en même temps. Je vous demande de me citer des joueurs à succès avant Magic Johnson qui allient le plaisir avec les victoires. Steph est un enfant de Magic. Le culot, là, tous ces trucs-là, c'est Stephen Curry. Tu l'as en tennis. Steph ? Oui. Peut-être, on verra. Mais Steph est un enfant de Magic aussi. Et quand tu l'entends parler notamment de cette joie qu'il y a dans le basket était aussi quelque chose de très sérieux, appliqué, la dynastie des Celtics, Red Auerbach, on a eu un peu de bruit. Bien sûr, ça, le sourire et tout. Mais c'est un peu réducteur le sourire, c'est-à-dire qu'on a aussi l'ambiance quoi. Et on a aussi vu dans des dynasties suivantes, comme notamment celle des Warriors, qu'avoir un chef d'orchestre qui est le chef aussi du carnaval, ça peut mener aussi à des constructions collectives meilleures. Et ça, c'est Magic notamment qui a révolutionné ça. Parle-nous de Shaq que j'ai mis en 5. Il était podium toi aussi à un moment ou pas ? Moi, il est monté podium. Podium, je crois pas. Mais il est monté plus haut un peu, mais après, il y a du monde, fallait faire des choix. Oui, bien évidemment, obligé de mettre Shaq dans ce top 10. 2 raisons principales à ça. Évidemment, quand Shaq arrive, il y a le côté, la révolution, parce qu'en termes de taille, poids, mobilité, fluidité et tout, on est là, on fait... il faut être 2 ou 3 là, pour le stopper, le relou là, du Magic, puis des Lakers. C'est vrai. Donc, il y a un côté... révolution à comment on défend ce genre de grosses bestioles incroyables. Donc il y a le côté double team / hack Shaq. Le hack Shaq. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un joueur qui shoot mal au lancer se fait hack au milieu de terrain parce que le coach se dit hey, je vais envoyer Michel sur la ligne des lancers, comme ça on va récupérer la balle et au mieux ils font 1 sur 2. Ça c'est un truc qui a été beaucoup mis en place parce que les gars savaient pas comment jouer Shaq et qui tout d'un coup ils se sont dit attends, le gars il est à 48% au lancer, on fait faute, allons-y. Donc moi maintenant il me faut 4 pivots, par contre il me faut 4 pivots, donc bouge pas, j'ai 24 fautes, c'est pas mal, j'ai 24 fautes à répartir. On joue les Kings, j'ai 38 fautes. Voilà, c'est ça, tu vois, genre j'ai 24 fautes à répartir, et puis tiens viens là l'ailier fort, toi aussi tu vas me faire tes 6 fautes, enfin c'est ça, hack Shaq. La double team au poste, il y avait des double teams avant sur d'autres gars, mais Shaquille O'Neal, c'est devenu une réalité, genre double, voire triple team. Bien sûr, et je te laisserai continuer à en parler, pour aller totalement dans ton sens. Aujourd'hui, tenir sa place dans des fins de match serrées sans savoir tirer au lancer franc, ça n'existe pas. La NBA a essayé d'implanter des règles en disant le hack jusqu'aux 2 dernières minutes, parce qu'après sinon ça va être chiant. C'est relou les gars. Mais tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas, c'est devenu le symbole de... Tu sais pas tirer au lancer franc, regarde la fin de match sur le banc. C'est Shaq ça. Wilt avait du mal à tirer, Malone aussi a eu des jolies fins de match en termes de lancer franc, mais Shaq c'est le symbole. C'est le symbole de tu sais pas tirer au lancer franc. Il jouait quand même les fins de match. Ouais, tout à fait. Parce que c'était Shaq. Mais si aujourd'hui tu sais pas tirer au lancer, attention parce qu'on va t'étiqueter et on va te hacker. Et on va te hacker, et on va faire faute sur toi, c'est sûr. Donc ça c'est le premier point où Shaq a révolutionné des choses sur le parquet, et toujours sur le parquet mais juste sur les bords du parquet. C'est-à-dire qu'en fait le type il est arrivé et puis il a une biais, ils ont dit merde, René, c'est pas assez solide notre truc là, là on a un problème en fait, le panier touche le sol. Bon, on va modifier le bon de commande. Franchement c'est tu me rajoutes 8 paquets de sable. Les images sont folles. Donc il a arraché des paniers de la planche, ça ok, mais surtout genre il a obligé la NBA à revoir avec son fournisseur de paniers, je sais même pas lequel c'était à l'époque, on s'en fout, à revoir la structure. En tout cas il a déposé le bilan. La structure. Tu vois? Ah oui, non mais il donc a changé la structure des paniers a changé.
Non, parce qu'on n'a pas encore trop parlé, là, pour l'instant, on a beaucoup été sur le jeu, et là, on va rentrer petit à petit aussi dans le matériel. Dans des gars qui ont changé, c'est-à-dire que le terrain sur lequel vous jouez, bah, c'est pas le même, parce qu'il y a un machin qui est passé. Et bah, chaque, notamment, bon, il s'agit que nous, avec Bastien, on casse pas trop les paniers, mais n'empêche que les pros jouent sur un tout autre matériel qu'à la début des années 90, quand chaque arrive. Non, bien sûr. Quand même. Il y a plein d'éléments là d'ailleurs dans les garçons dont on a parlé, hein. Le Braun, tu vois, j'en ai pas parlé, mais changer le jeu, c'est aussi savoir comment est-ce que tu traites ton corps. On n'a pas du tout voulu entrer dans les détails de révolution du sport, hein, qu'on soit clair. Donc si il y en a qui, notamment pour le Braun, parlent de player empowerment et tout ça, communication. Voilà, tu peux y aller. Oui, voilà. La communication. Mais tout ça, non, je suis d'accord. On est d'accord, on reste sur le parquet pur. Et en ce sens, chacun a changé des choses. Je disais Iverson parce qu'en fait, le matériel, c'est aussi les accessoires. Et il y a un avant et un après Allen Iverson. Je suis désolé. Ah oui. Moi, j'avais 10 piges. Je coupais une chaussette pour la mettre là autour du poignet. T'avais une grosse chaîne en or, non? J'avais pas une chaîne en or. T'avais pas une grosse chaîne en or avec des mailles? J'avais des cornes roses comme Christophe. Non, mais franchement, j'ai coupé une chaussette blanche et je l'ai foutue sur mon bras parce que tu voulais avoir la manchette. Comme LeBron aussi l'a eu, et comme d'autres garçons l'ont fait. Shaq, je te suis totalement. Vas-y, continue, je mets mon 5. Parce que toi, t'es en 5. Bien sûr, avec Shaq. Je termine juste sur le pepperoni, les pepperoni, comme dirait son sponsor de pizza. Papa John's. Je cherchais, excusez-moi. Impacter le jeu, c'est aussi impacter la façon, comme tu l'as dit, avec les fautes, de recruter. Et donc du coup, on ne recrute plus du tout de la même manière. C'est comme si dans votre département, vous changiez tout, comme genre les réseaux sociaux chez les médias. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Tu débarques et avant, tu avais plein de rédacteurs et maintenant, tu as plein de réseaux sociaux. Il y a eu le Shaq qui arrivait, ils ont fait « on avait plein d'arrière, tu peux me rajouter 3 intérieurs ». T'étais obligé en fait. Il fallait des Shaq stoppers. Quand tu commences à impacter les règles comme ça, c'est trop chaud. T'as mis qui en 5 ? T'as mis LeBron. LeBron, je pouvais pas le sortir de mon top 5. Parce que je vais revenir après sur la longévité, mais il y a un truc que je voudrais quand même signaler avant. C'est que finalement, dans l'histoire NBA, avant les LeBron James, il y a eu des grands ailiers. Hein. Il y en a eu des paquets, il y a toujours eu des grands ailiers qui savaient bien jouer et tout machin. Larry Bird notamment, Julius Erving notamment et tout. Mais il y a eu toute une période, notamment les années 90, où Jordan a dominé comme un fou. Et si c'était pas Jordan, c'était des équipes construites avec des gros pivots. Des gros intérieurs. Ensuite, on a les années 2000 où ça continue pas mal en mode arrière gros pivot. Bien sûr. Shaq et Kobe, hein, on vient de parler de Shaq, machin, voilà. T'as parlé d'Iverson, enfin tu vois, genre. Et LeBron, aujourd'hui, dans la NBA actuelle, on a le poste d'ailier, le côté positionless, et donc les mecs de 2 mètres, 2 mètres 03, qui savent un peu tout faire et tout, sont très recherchés. À tel point qu'on sait que maintenant, dans les ailiers, tu as besoin d'avoir aussi des 3&D pour essayer de contrer les types à la LeBron. Donc quand je dis les types à la LeBron, je pense à Paul George, à KD, c'est inspiré forcément un peu de LeBron également. Tu vois les nouveaux joueurs des ailes qui arrivent, là même nos Français, hein. Zachary Zaché, tous ces gars-là, enfin tu vois, c'est des gars qui ont forcément regardé LeBron en termes de polyvalence. Après, tu fais de ton mieux, hein, mais copier LeBron, on leur souhaite beaucoup de courage. Mais il fait partie, tu as raison, du nœud, du côté positionless et du côté genre, ouais. Mon équipe va être basée sur un joueur où je suis pas sûr. A priori, c'est un 3, mais si c'est 4, s'il est 4, ça me va bien. S'il est 1, ça me va bien. Et puis, tu sais quoi, en cours de match, peut-être il va glisser en 5. Ça, c'est LeBron. Et parce que le coach te dit, quoi qu'il arrive, m'en fous, il est sur le terrain, on verra quel poste. Peut-être limite, ça va dépendre de ce que je mets autour. LeBron est des shooters. Quoi. C'est une équipe dangereuse. Pendant longtemps. Et c'est là mon deuxième point où je veux arriver. Où il change le jeu, LeBron, parce que je parle au présent, du coup, parce que lui, pour le coup, c'est pas fini. L'entretien du corps. L'hygiène de vie, l'entretien du corps. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce bazar? On est en train de faire ce top 10. Le type va avoir 40 ans là dans 3 semaines. Il va avoir 40 ans dans 3 semaines. Je sais pas quand est-ce qu'on fera avec Bastien le top 10 des ailiers actuels. On verra. On verra si on met les LeBron dedans ou pas. On verra où on le met, où on le met pas. C'est une dinguerie en termes de montrer aux générations futures, comme tu l'as dit, les possibilités qu'il y a. Alors évidemment que ça coûte cher, machin et tout, mais aussi les possibilités que tu as toi en étant rigoureux, concentré, appliqué, en ne laissant rien au hasard, en étant, le côté hygiène et
entretien du corps de LeBron, évidemment il a une génétique de fou malade, hein, mais il se blesse un peu lui aussi là en vieillissant, mais surtout il garde sa détermination, il garde sa motivation du quotidien et tout, et ça c'est énorme. Ça n'existait pas trop avant, quoi. Karl Malone, qui était assez incroyable. John Stockton. C'est pas que je veux pas parler de la longévité de John Stockton, mais c'est que c'est pas du tout le même corps à entretenir. C'est pour ça que je prends. C'est Karim Abdul-Jabbar et Karl Malone. Et Karim vraiment, c'est le truc de continuer à être très très fort même à 39-40 piges et avoir. On est bien au-dessus. Bien au-dessus. C'est fou. On avait certains gars qui l'ont fait, bien sûr. Non, mais c'est pour ça qu'il est dans les 10 sans discussion possible. Et ça, c'est une révolution qui intervient sur le terrain. C'est-à-dire que sur le terrain... Il lui aurait manqué un geste. Et il aurait été podium, aller rejoindre les gars qu'on a vus. Non, mais si par exemple il y avait eu, pour une raison X ou Y, il y aurait eu une LeBron Rule, tu vois, je sais pas, tu vois, il y a une Barkley Rule, il y a un autre joueur dont on a parlé où il y a une rule aussi derrière, tu vois. Et donc, non mais tu vois, je sais pas, en fait, du coup. T'as des LeBron Rule, mais elles sont pas parquet en fait. Non, on l'a pas. On l'a pas, donc on l'a pas. Elles sont pas sur le parquet. Donc il est 5e, il est pas dans le top 3, mais qu'est-ce qu'il a changé le jeu? Il a des règles à lui, mais je pense que c'est si on avait fait, on s'est posé la question. Ce sont des règles implicites. Oui. Et en fait, c'est surtout si on avait parlé en off, c'est si le top 10 all-time avait été les top 10 des joueurs qui ont révolutionné la NBA. Ce qui n'est pas la même chose. Tu veux dire avec hors parquet NBA, aussi la totale. Là, LeBron, mon gars, pour le mettre hors podium, rien bon qu'avec courage. la petite chemise à carreaux, là. Ouais, la chemise à carreaux, tous les joueurs, l'équilibre entre propriétaires et joueurs. Non, mais il y a trop de trucs. Mais là, on reste parquet. Non, on reste parquet, donc il est 5e. Il aurait eu un geste, il aurait craqué mon podium. Et je trouve que LeBron est trop fort à tous les gestes. Qu'est-ce que j'ai mis en 4, moi? C'est compliqué après. Là. Ah bah là, les 4 là ils sont drôles. Hein. Je suis en galère. Là. Mais je sais même pas si on a les 4 mêmes. J'espère. Les 4 mêmes joueurs? Ça je sais pas. Peut-être pas. Peut-être avoir la réponse maintenant. On n'a pas les mêmes. T'as pas Jabbar? Non. What? Donc on va voir sur le top 4 qui tu as et qui tu as pas. J'ai très hâte. Merde. Non mais tu vas voir. Will Chamberlain. Attends. T'as pas Karim Abdul-Jabbar dans tes 10? Tu vas voir dans le reste du top 4. Je m'y attendais pas, je pense qu'il y a un garçon du coup qui n'est pas chez les tiens. Ah bah oui, c'est pas ce pense, c'est sûr. Et je vais faire la tête et je vais faire Tapa. Ah ouais, ok. Bah oui, tu vas faire la tête, bien sûr. Ouais, bien sûr. What? D'accord. Bien sûr qu'il a révolutionné le jeu. Karim Abdul-Jabbar? Ah oui, je te confirme. Ouais, tout à fait. Ah, tu me rassures. Mais il n'est pas dans mes 10. Pourquoi tu l'as pas mis? C'est presque plus intéressant que pourquoi je l'ai mis, parce que pourquoi je l'ai mis, c'est assez évident. Enfin, après on décide de me mettre ou pas, mais déjà lui, là, tu parlais d'un geste. Bon bah là, je crois qu'on est très clair. Bien sûr. En fait, personne n'arrive trop à copier, donc c'est compliqué. En fait, en vrai, ça peut être très probablement un oubli déjà de ma part, pour être parfaitement honnête. Tu vois, il y a un moment, il faut être parfaitement honnête. Violence. Et en vrai, mais j'ai hâte de voir notamment le reste des gars qu'il y a dans le podcast. Bien sûr. Parce que tu vois, c'est con, même en l'ayant bossé à fond, je me suis dit, bon, normalement, j'ai zappé personne. Et je pense qu'il y a un gars qui va être devant là où tu vas me dire, non, trop pas, ça a révolutionné, et le temps de le développer, peut-être qu'on va se rendre compte aussi de l'impact qu'il aura réellement sur l'histoire du jeu. Mais Abdul-Jabbar, bien sûr, il doit être dans les 10. J'aurais dû le foutre top 5, tiens. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc j'ai un top 11. C'est bien ça dont on parle. Donc j'ai un top 11. Mais j'ai hâte de voir qui tu as sur ton du coup podium. Parce que là, forcément, il y a un gars... Tu as Wilt? Oui. Ok. Non, oui, bien sûr que j'ai Wilt. Ok. Karim Abdul-Jabbar. Donc, je pense qu'en fait, juste pour le Skyhook, il doit être dans ce top 10. Déjà. Après, il y a d'autres raisons potentielles, mais rien que pour ça, plus on a parlé là de longévité, dans comment on s'entretient, comment on joue longtemps, comment on montre l'exemple pour un mec de 2m16 ou 2m18. Non, il est grand. C'est vraiment le prix pour acquis. J'ai mis Cage dans mes mentions. Cage, il est même pas dans mes mentions. Hein, j'ai des gars. Quoi. Je viens de te dire Harden, j'ai dit Draymond. Non, parce que je pense que c'est probablement le côté Skyhook. Ouais, je pense que c'est probablement le côté Skyhook qui est impossible à reproduire. La longévité. Je pense que c'est le truc qui me marque le plus. Et autre chose qui ne vient pas des terrains mais a impacté les terrains, c'est la façon dont les joueurs utilisent leur plateforme médiatique, quoi. Du coup, ça a impacté les terrains, c'est pas du jeu. Mais t'es obligé de le prendre en compte. Mais si on faisait la NBA en entier, genre il peut être un Cage. Là, du coup, j'ai des gens devant lui parce que dans le jeu, j'ai un move connu de tous
certains ont réussi à un peu à limiter, mais vite F, un move avec lequel le type a réussi à scorer sur les défenses pendant 20 ans sans que personne ne puisse l'empêcher de scorer. Alors je te pose la question. Il a fallu que LeBron joue 1500 matchs de fou furieux pour aller chercher le point. Alors je te pose la question parce que c'est probablement aussi pour ça qu'il n'est pas rentré, mais nulle part. Putain, je me rends compte. C'est ce qu'a fait Karim. On a parlé de plein de mecs là avant dans les 10 qui ont eu un impact sur les générations futures dans le jeu. Qu'est-ce que Karim Abdul-Jabbar là a fait qui a été repris par d'autres joueurs et qu'on voit encore aujourd'hui en NBA? Non, ça... c'est chaud. En fait, c'est chaud parce que justement c'est trop chaud à imiter, quoi. À ce moment-là, il doit être 1. S'il a fait un truc qui est irreproductible. Non, il est plutôt 1 en move imprenable. On l'avait fait d'ailleurs, cet hôtel là, en move, je sais plus comment, move indéfendable. Voilà, non. Moi, je trouve que dans la NBA actuelle, je ne vois pas l'empreinte de Karim Abdul-Jabbar, de ce qu'il a laissé dans le jeu. Je comprends, je suis d'accord. Et pourtant, pas mal de joueurs ont essayé de le copier. Ensuite, il y a eu toute une génération derrière lui de pivots scoreurs auxquels on donnait énormément la balle au poste. On le faisait avant lui, mais après Karim Abdul-Jabbar, c'est juste n'importe quoi. On essayait d'avoir un autre Karim Abdul-Jabbar, tu vois, la pierre angulaire de ton attaque au poste bas, et on n'a jamais trop pu, parce qu'il y a eu des Shaq, il y a eu Olajuwon, il y a eu, je sais pas moi, Pat Ewing, David Robinson, tu vois, c'est correct et tout, mais on n'a jamais vraiment, ils ont cherché, ils ont jamais vraiment retrouvé ce truc. Et donc, pour moi, entre sa mobilité, ce qu'il apportait des deux côtés du terrain, parce que mine de rien, Jabbar, on n'en parle jamais, mais ça va, en défense, c'était pas forcément un lockdown, mais c'était un garçon très sérieux, plus le skyhook, plus, bon, c'était juste avant la NBA, mais le côté dunk interdit en NCAA, parce que, en gros, il y a beaucoup trop de choses, sans parler du côté sociétal qu'il a complètement ramené sur les parquets, ne serait-ce qu'en changeant de nom. Du coup, je l'ai dans mes 5. Je l'ai mis en 4, tu vois, je le mets devant LeBron, mais j'ai encore 3 mecs devant. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai pas fait Jabbar et tout. Je suis hyper curieux, parce que ça veut dire que du coup, il y a un mec qui est pas dans ton top 4. Oui, bien sûr, évidemment. Que toi, t'as dans ton top 4. C'est pas Wilt. Wilt, je l'ai. Tu l'as en... Donc toi... Moi, je l'ai en 4. Moi, je l'ai pas en 3, donc je peux pas le mettre. Ok, tu peux pas le mettre. Non. À ce moment-là, si ça te va, je te propose qu'on rentre, si tu veux, sur le podium. Ouais. Comme ça, moi, je vais pouvoir comprendre, et on parlera après de Wilt quand il rentre. Donc là, je mets mon 3. Tu mets ton 3, et on reparlera, moi, de Wilt que j'ai mis en 4. Donc, je pense savoir qui n'est pas du tout. Donc, tu n'as pas Bill Russell dans ton top 10. J'ai pris Jabbar. T'as Jordan? Oui. Donc on a fait une matrice tous les deux, toi sur Karim Abdul-Jabbar et moi sur Bill Russell. Mais toi tu trouves que Bill Russell a tellement plus changé le jeu que Karim Abdul-Jabbar, toi tu trouves, toi? Hier soir il était en 1, Bill Russell. Ah bon? D'accord. Parce que moi du coup on ne peut pas, on n'a pas le droit de défendre en sautant. Bill Russell est le premier homme, c'est acté dans l'histoire, à avoir appris aux gens que tu pouvais sauter pour altérer des tirs, ce qui est devenu les contres. C'est le premier homme à avoir fait ça, vraiment, en NBA. Normalement, c'était interdit. Tu devais garder les pieds au sol. Ça, c'était la règle. C'est la règle ou c'était... Non, c'était la règle, c'était tous les autres coachs ne faisaient pas, quoi. C'était les personne ne faisait ça. C'était pas une règle, c'était pas interdit, genre c'était pas une faute. Règle tacite, c'est pas une faute. Non, mais c'était pas une faute. Non, mais c'est pour être clair pour bien sûr. Pour les gens, soyons très très clairs, je dis face caméra, Bill Russell est l'homme qui est arrivé et qui a dit littéralement « Regardez comment je fonctionne », que ce soit en université ou donc ensuite en NBA. Lorsqu'on va contrer des tirs, donc sauter pour aller contester des tirs, si on le fait bien, ça peut avoir un bon impact sur la défense. Aucune équipe NBA aujourd'hui veut essayer de construire son équipe à aller chercher le titre sans une défense très claire avec notamment un rim protecteur. Ah, on essaye. En tout cas, il y a des équipes qui y arrivent sans, mais... C'est une belle galère. Tu vois, lui, par exemple... C'est une belle galère. Encore qu'il y avait des bons gars qui l'aidaient. Ouais, mais il avait pas des vrais gros rim protecteurs quand même, mon ami Michael. Deuxième chose. On parle beaucoup de tout le temps défense avec Bill Russell, etc. Si on demande aux Celtics de l'époque, et vous pouvez vous renseigner là-dessus, on a écrit, on a parlé, on a fait des vidéos, etc., que l'une des premières armes qui leur a permis de gagner, ce n'est pas que la défense, ce sont les contre-attaques.
Qui était le premier intérieur à débarquer et à dire, quand tu défends bien et que tu n'envoies pas la balle au 8e rang pour les contrer, parce qu'en fait, si tu fais un contre intelligent vers tes coéquipiers, tu peux lancer des contre-attaques rapides et marquer efficacement, c'est Bill Russell. Qui est le premier à avoir montré que tu pouvais être joueur et coach? Joueur et coach et gagner. Et gagner. Je crois que des joueurs coach, il y en a eu avant lui. C'est surtout le et gagner. Et le et gagner. Pareil, j'ai pas envie de parler de sociétal parce que alors là, Bill Russell. J'aime bien Kareem Abdul-Jabbar, mais alors là, franchement, je crois que Bill Russell, il le prend, il fait merci, tu t'assois. En tout cas, il y a une grosse discussion parce que être le premier. Ah, mais bien sûr, mais si tu commences à être le premier coach afro-américain et être le mec qui est dans le premier 5 majeurs afro-américains, c'est ça que je te dis. Je te dis pas. Tout à fait. Disons pas, genre, Karim vite fait dans un coin. C'est pas un enfant, il a été extraordinaire. Mais Bill Russell, en fait, entre l'impact de la défense, c'est Bill Russell qui est au centre même de l'intimidation psychologique. Tu entends Kobe Bryant parler pendant des heures et Tim Duncan parler pendant des heures du fait que Bill Russell, c'est un mec qui a inséré l'intimidation psychologique dans le jeu. Avant, c'était gentil. Bill Russell, il arrive et il disait, si je laisse Wilt Chamberlain scorer un peu, il va pas être énervé, il va être concentré sur ça et mon équipe va dérouler. Tout ce qui est le psychological warfare de Bill Russell, c'est lui qui l'a importé en NBA. Aucune saison. Dû décaler, c'est Magic Eber. Non, mais on a 11 Moi, j'ai trop voulu rentrer Magic Eber. Mais bien sûr, et on en a 11 en vrai. Toi, t'as Karim, moi j'ai fait une omission, moi j'ai Bill Russell et ça a été pareil pour toi. C'est littéralement Bill Russell. Moi j'ai pensé à Bill Russell, mais j'ai pas aussi. Enfin bref, j'ai pas. Non, mais je comprends. J'ai pas aussi bien appréhendé. Le seul truc que je peux accorder par rapport au fait que certains nous disent, mais attends, Bill Russell tranquille, c'est que c'est la préhistoire de la NBA, donc certains disent, à partir du moment où tu respires, t'as fait une révolution. Je suis pas d'accord avec ça pour Bill Russell. C'est que c'est un mec vraiment qui est arrivé et n'importe quelle saison qui démarre, il faut qu'on fasse attention à la manière dont tu dois défendre, quel est ton pivot, quelle est la façon dont tu approches la défense, parce que le mec qui a posé ses bases défensives, mais tu vois par contre, là, c'est lui. Wilt en 4 et Russell en 3, ça par contre je peux pas valider cet ordre. Bah, ok, très bien. Mais on va parler de Wilt. J'aurais aimé que Bill Russell soit dans ton... Je peux pas ça. L'ordre. Parce que je comprends pas l'ordre. Bah parce que je comprends ce dont on va discuter avec Wilt Chamberlain. Je comprends l'argumentaire pour Bill, mais je comprends pas l'ordre. Parce que je pense que ce qui rentre en équation, c'est que avec Wilt Chamberlain, on va beaucoup se concentrer aussi sur des règles et des dimensions. Sur tout ce qui a changé, quoi. Sur tout ce qui a changé, absolument, évidemment. C'est pas le même truc avant, quoi. Avant Wilt. Bien sûr. Voilà. Et je dis juste que par rapport à Bill Russell, quand aujourd'hui on parle tous les deux, quand on fait le moindre apéro, où on parle de défense, de la façon dont c'est approché, le roi et le premier à avoir posé les bases, c'est Monsieur Bill Russell. Et je trouve que souvent, on fait un petit peu l'image de ce pivot sympathique qu'avait Bob Cousy. Non, faut arrêter. La façon dont le jeu collectif parfait est dupliqué, c'est avec Bill Russell. Épreuve étant, lorsqu'on a parlé de garçons comme Draymond Green, c'est un des mecs qui est rentré dans ce cadre-là. Ce sont des joueurs révolutionnaires. C'est des mecs qui ont compris... Tim Duncan aussi, absolument. Kevin Garnett, époque Celtics. Quand il est arrivé 2008, on a fait genre OMG. Bill Russell 2.0. Les enfants un peu de Bill. C'est les enfants de Bill. Et franchement, ouais, j'étais obligé de le mettre dans mon 10. On a fait des omissions. Tu as mis monsieur Michael Jordan. Tu connais Ouais. tu l'as devant, là. Oui. Ah, ok, tiens, je commence à me dire, merde, non, c'est bon. Jordan. Non, Michael, c'est bon. Michael, c'est bon. Bah, disons que, alors, Michael Jordan, déjà, bon, il n'y a pas forcément de règles spécifiques du jeu qui a été décrétée suite à la domination de fou malade de Michael Jordan pendant les années 90. Il y a les Jordan Rules. Les Jordan Rules dont Sam Smith a carrément fait un bouquin, mais ça c'était plus les règles de l'adversaire pour défoncer Michael Jordan. On pourrait presque dire que les fautes flagrantes sont nées, ça existait avant, mais sont nées parce que Michael Jordan l'attaquait tellement bien que en fait les Pistons à un moment donné ils se sont dit bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller avec le coude et comme ça il reviendra moins. Bon, le gars revenait quand même, mais il a pris cher et d'ailleurs ça lui a pris du temps pour les battre. Donc il y a les Jordan Rules. Là aussi, il y a eu d'autres règles. Moi, je vais en parler après. Il y a d'autres règles qui sont bien sûr, il y a d'autres règles. Bah déjà, tout à l'heure, j'ai parlé du handshaking. Le handshaking, quand la NBA sentait un léger déclin et tout, en fait, la règle date de 2003-2004 pure, mais les discussions sont déjà en cours sur la fin de carrière de Michael Jordan, parce qu'on se dit quand même, ce serait quand même cool que Michael, ça puisse continuer à bien scorer encore pendant je sais pas combien d'années. Manque de bol, le type a pris sa retraite en 98, bon, puis il revient après, mais c'était déjà dans les tuyaux, parce qu'on se disait, putain, mais c'est génial, quoi, ce mec-là, si tu peux plus lui mettre la main sur la hanche, c'est clair que Michael Jordan, si tu pouvais pas lui mettre la main sur la hanche... LeBron, il se régale de la règle depuis. Bah oui, évidemment.
Lui, et j'ai parlé de Steve Nash, Steve Nash, il y a plein de gars, même Kobe, du coup, si je comprends bien, Kobe, tu vas pas l'avoir, on est d'accord? Bah non, je prends la copia. Hein. Voilà, on est d'accord. On a fait au moins le même raisonnement tous les deux. Je parle évidemment pas là, puisque mais ça influence indirectement le parquet, mais je ne l'ai pas pris en plus gros facteur le côté business marketing, enfin je veux dire genre les stratégies marketing elles ont changé. C'est-à-dire que avant les mecs ils faisaient du business d'une certaine manière, puis après ils font du business d'une autre manière. C'est Michael Jordan le vrai déclic. C'est rester sur le parquet au maximum. Mais non, donc du coup c'est pour ça qu'il est que 3, parce que si tu commences à rajouter ça, tu peux le foutre en 1, hein. Bah, j'arrive. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont tellement plus changé le business, hein, tu vois. Oui. Ensuite, on a parlé de LeBron, de sa longévité, de Kareem Abdul-Jabbar, de sa longévité et tout. Michael Jordan, c'est un peu moins fort en longévité, il y a des retraites, des machins. Par contre, en termes de mentalité, j'aime bien la Mamba mentality, mais la mentalité de Michael Jordan, il n'a pas mis de surnom au truc, mais il y a des bouquins qui ont été faits sur les méthodes de Michael Jordan, le succès, la méthode, le succès, la méthode, le mal alpha, le franchise player. Donc ça, c'est... Il y avait des mecs avant qui étaient des franchise players, mais quand même, Michael Jordan, je pense qu'il a quand même bien généralisé le délire. Et ensuite, on a quand même eu un paquet de nouveaux Michael Jordan. Alors concrètement, à part Kobe, personne n'a trop réussi à s'en rapprocher. Jerry Stackhouse, salut. Même McGrady à un moment, on disait Vince Carter et tout. Parce que c'est trop compliqué. Donc pareil, lui, presque, limite, ça joue presque autant contre lui que pour lui, dans le sens où, en fait, c'est trop dur à imiter. T'as envie, hein, mais tu peux pas rester aussi longtemps en l'air et tu peux pas avoir autant de touchés et tu peux pas tout faire. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Donc, t'as bien envie de copier Michael Jordan, hein, mais c'est comme copier LeBron, c'est comme copier Magic, là, c'est comme copier tous ces types-là, là, copier Kevin Durant, tu vois, c'est complicado. Donc voilà, donc moi, clairement, sur mon podium, il a toujours oscillé autour de cette place. Parce qu'après, il fallait que je me mette d'accord avec moi-même. Avec toi-même. Fameuse. Mais ouais, c'est podium, Michel. Très bien, moi j'avais mis Bill Russell, donc on va pouvoir passer en 2. Comment t'as fait du coup? Je comprends. Tu vas voir, ça va être très très simple. Ouais. On est en 2, hein? Ah ouais, tout à fait. Il fallait bien qu'on en parle à un moment. J'ai mis Steph. Ok, moi c'est bon. Très bien. Du coup, juste pour résumer, 4. Moi j'ai Wilt, toi t'as Karim. 3, moi j'ai Bill Russell Jordan. Et toi t'as Jordan. 2, moi j'ai Steph, toi t'as Wilt. Et 1, toi t'as Wilt, moi j'ai Jordan. Non, 1, moi j'ai Curry. 1, t'as Curry. Okay. 2, j'ai Wilt. 2, t'as Wilt. Wilt a été 1. En fait, Wilt, donc mon podium c'est Curry, Wilt, Jordan. Honnêtement, genre là tu me dis tu t'es trompé Alex, c'est Wilt en 1 ou quoi. Franchement la discussion je l'entame sans aucun problème, hein, pour peu qu'il y ait un truc correct à manger, genre un petit Mont d'Or ou quoi, il n'y a pas de problème, j'entame la discussion. Après il y a un moment donné il faut faire des choix. Wilt, difficile pour moi de le sortir du podium. On peut commencer par là parce que toi tu l'as mis en 4. Ouais. Wilt, difficile pour moi de le sortir du podium. Il est en sortie de podium. Oui, bien sûr, ça va, il est 4. Hein, voilà. Mais plus dans le sens où Wilt Chamberlain, il a tellement dominé à son époque, hein, individuellement, je parle, parce que collectivement, il y avait les Celtics, Bill Russell et compagnie, que beaucoup de choses déjà qui sont restées aujourd'hui sont dues à la domination de Wilt. Oui. Donc, notamment, de voir la raquette, la taille de la raquette, c'est Wilt, puisque après, sinon il était trop près du cercle et c'était impossible même pour Bill Russell. La taille de la raquette, il faut qu'on la modifie. On aurait parlé aussi en mentionnant de George Mikan qui a un impact monumental. Bien sûr, mais du coup j'ai pris Wilt pour le coup parce que tout ce qu'a fait Mikan, Wilt l'a fait en plus. Bon, pour un moment j'avais Mikan et Wilt à la même place, comme Bird et Magic. Tu vois. Parce que Mikan on s'en branle. Mikan on s'en branle trop. Mais il a rapporté le 3 points à IBA. Je suis d'accord. Le tir à 3 points. Non, puis même on s'en branle. La ligne à 3 points, il l'a ramené. C'est un des premiers tout grands où on a fait des règles pour essayer qu'il soit moins avantagé. Encore des échauffements qui sont faits par Mikan. Le truc c'est que Wilt il faisait ça avec des mecs entre guillemets de sa taille à la base et que voilà. Que tu sais, taille de raquette déjà on modifie. Taille de raquette. Les pieds derrière la ligne au lancer franc. Si on pouvait éviter de dunker et lancer, ce serait pas mal. Ça, c'est une réalité, hein. C'est la règle. Les remises en jeu ligne de fond. Par au-dessus du backboard. Interdit de les faire par-dessus la planche parce que c'est trop facile pour Wilt. Sans déconner. Ouais, bien sûr. Moi, ça me fait triper.
Ensuite, la façon de comptabiliser les grandes stats, c'est-à-dire que Wilt a des lignes de records. On a fait tout un apéro sur les records inégalables. On a fait un apéro sur Wilt en fait, où ça, tu vois, genre c'est un fou malade. Il a fait des lignes de stats qu'on reverra jamais. En fait, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur Bill Russell, mais le premier vrai pivot dominant, j'allais dire moderne, mais c'est pas vraiment ça, mais on a l'impression qu'il aurait pu jouer dans l'ère moderne. C'est Wilt Chamberlain en fait. Oui, et moi je te dis, Bill, c'est juste que les façons de construire les collectifs aujourd'hui sont encore imprimées de ce que Bill Russell a fait avec les Celtics à l'époque. Mais Bill Russell, il a influencé des gens. Différemment. Moi je pense que Wilt, il en a influencé plus en fait. Ouais. Genre, moi je pense que c'est le parc. Oui. Genre Pat Ewing, genre Karim Abdul-Jabbar, ouais, bien sûr. Nate Thurmond. Bon, Nate Thurmond, c'est un contemporain presque de Wilt, donc c'est un peu différent, mais bah, tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc. Ouais, Wilt, podium, je l'ai mis 2, il était à la bataille avec Michel et Stéphane. C'est compliqué à classer. Je trouve que Wilt, le truc c'est que Wilt, il a vraiment laissé genre la taille de la raquette, les pieds derrière la ligne. Il a laissé des... Et aussi, c'est pas lui le goaltending offensif là, c'est pas Wilt ça. Ça a commencé avec Mike Kahn et ça a été officialisé avec Wilt. En fait, si vous commencez, pas une histoire comme ça là. En fait, si vous commencez à faire des règles qui sont aujourd'hui le b.a.-ba qu'on apprend en club et la façon dont les terrains sont construits, il y a beaucoup de choses qu'on doit à Wilt Chamberlain. Donc, ce qui fait qu'il est top 5 sans discussion possible. Techniquement, balle en main, ce qui se passe avec Wilt Chamberlain. Il y a eu quelque chose au pluriel qui ont été importés. Les premières images qu'on voit de fadeaway, ce sont notamment Wilt Chamberlain. Ouais, il y a aussi le pivot qui driblote et qui monte un peu la balle comme avec ses grandes échasses. Un petit peu. Bill Russell le faisait aussi, tout à fait. Mais toi, Jabbar le faisait pas, par exemple. Mais bien sûr. Je l'ai descendu parce que ce sont des... Quand tu dis, c'est très bon terme, ça me fait triper. C'est qu'il y a des règles de Wilt qui me font triper, donc elles sont là, parce que c'est aujourd'hui, c'est comme ça qu'on dessine un terrain de basket. C'est notamment grâce à lui, en tout cas, à imposer la révolution. Quand même. Dans le jeu... C'est-à-dire dans la façon dont le jeu est joué aujourd'hui, hormis l'ère où il y a eu Shaq qui était là et où du coup c'était revenu au centre du débat de comment est-ce qu'on fait, je n'arrive pas à avoir des éléments quotidiens de Wilt, hormis le dessin de la raquette et l'horloge des 24 et les trucs, où je trouve que dans le jeu il y a l'empreinte de Wilt Chamberlain, sauf qu'il y a des graphiques de tiens, 30e match à plus de 30 points, au fait Wilt est premier de cette stat avec 2000 matchs consécutifs. Ouais, voilà, ou les minutes. Ouais. Non, bien sûr. Voilà, ce genre de truc. Mais non, mais je suis d'accord. Moi, c'est pour ça. Dans le jeu pur. Moi, c'est pour ça qu'il est pas 1. Qu'il est pas 1. Parce que pour moi, ton numéro 2 est le joueur qui a le plus influencé le jeu. Et à mon avis, parce que là, en plus, c'est dur à juger parce que c'est en cours. Mais à mon avis, ça va durer tellement longtemps, en fait. Son influence. Steph Curry, là, j'ai mis Steph en 2, toi en 1. Et moi, du coup, j'ai mis Michael Jordan en 1. D'accord, ok, d'accord. Pas de surprise, enfin, pas de blague. Pas de blasphème. Je vais parler un tout petit peu de Michel Jourdain, comme on dit. Michael Jordan. Tu en as très bien parlé, et après on pourra parler de Steph, puisque moi il est 2 et toi il est 1. S'il y a des gens qui automatiquement... C'est le joueur qu'on a mis le plus haut en moyenne, du coup. Ouais, Steph, ouais. Entre mon 1 Steph, et ton 2, ouais. c'est quand même fou. Absolument. Alors que sa carrière n'est pas finie. Michael Jordan, si je le mets en 1... Tu en as parlé de manière très complète. J'ajouterais juste 2-3 petits éléments mais par rapport à Michael Jordan. Le premier, c'est que on ne remporte pas un titre NBA en étant meilleur marqueur de la ligue. C'était le credo balancé par tous les anciens avant que Jordan arrive. Il l'a répété et dit, arrêtez de me faire chier avec ça. Être meilleur scoreur et champion, on peut l'être. Okay. On peut l'être. Normalement, c'était pas ça. Normalement, on avait des pivots, on essayait de construire. Des force scoreurs dans les équipes championnes. Genre Jabbar, il l'a pas fait ça. Il y avait des force scoreurs, mais être vraiment un arrière qui score, et c'est surtout arrière, pardon pour préciser, être un arrière scoreur qui va beaucoup marquer. Il y a eu des mecs qui ont marqué bien avant. Il y a eu Jerry West, t'as eu des mecs, même World Be Free était un pur scoreur, mais dans des équipes éclataxes. T'avais David Thompson qui a été une des plus grandes légendes et équipe éclatée. Qui a influencé Mike, enfin qui Michael dit que c'était le gars qui l'a influencé. Construction d'équipe championne, avec tout ce que tu as dit, j'ajoute premièrement le côté, dans la façon dont on a vu la manière de construire une équipe NBA. Non mais lol, tu vas drafter Jordan en 1, mais non, d'abord tu prends Olajuwon et ensuite tu prends Sam Bowie. Tu dois drafter des intérieurs, tu comprends ce que je te dis? Prends des pivots. Ça c'est sûr que Jordan... Tu prends un arrière, le prochain mec qui débarque, qui est arrière, qui rentre dans ce cadre-là,
on est tous en PLS parce qu'on se dit, oh, Anthony Edwards, s'il devient Jordan, mon gars, ça va être compliqué pour le reste de la ligue. Je sais pas si on l'a beaucoup aidé en le comparant à Jordan, mais ça a été fait. Mais quand Kawhi Leonard a fait son run de playoff, on a dit, putain, c'est Jordanesque. C'est devenu une expression où quand un mec défonce toute la concurrence, c'est Michael Jordan. Deuxième, tu parlais des règles, c'est quoi l'attaque illégale? Le fait d'isoler un mec d'un côté du parquet et de le laisser et d'avoir la défense qui est de l'autre côté. C'est une règle qui a été implantée où en fait c'était anti-Jordan. Hein. D'avoir l'impossibilité d'avoir un joueur d'un côté et la défense de l'autre côté. Jordan est arrivé et a été tellement fort en isolation qu'en fait on a commencé à avoir des tactiques où on laissait Jordan d'un côté attaquer et la NBA a commencé à dire non les gars, les attaques illégales comme ça c'est pas possible. Tu peux pas plaquer les mecs d'un côté et laisser un gars partir en isolation. Le roi de l'isolation. Défense illégale tu veux dire? Non, même attaque illégale. C'est-à-dire que même dans la façon dont on voit aujourd'hui les fins de match, je veux dire, qui avant Jordan, vraiment pour des équipes à succès, a aussi bien utilisé l'isolation. Mais l'ISO. Mais parce qu'à l'époque, on pouvait pas défendre, on pouvait pas double teamer tellement. L'isolation. On pouvait pas double. Là, pour le coup de Jordan, limite, il y a une règle qu'on pourrait imputer à Jordan. C'est pour ça que je te demande. C'est petit à petit, on s'est rendu compte que ce système de défense illégale, c'est-à-dire qui empêchait ou gênait beaucoup le système de prise à deux. Bien sûr. Jordan en a trop abusé. L'isolation. Il en a trop abusé. Autant lui, on pouvait lui toucher la hanche. Par contre, aujourd'hui, nous, on envoie 2, voire 3 défenseurs. On force. Absolument. On force Luka Doncic ou Jason Tatum ou Harden ou qui tu veux là, lâcher la balle. 10 secondes à jouer. Match à égalité. Quand on dit quel serait le profil parfait du joueur avec qui tu as envie de finir, tu prends un extérieur avec la balle qui va prendre la bonne décision. Michael Jeffrey Jordan. C'est le mec qui arrive et aujourd'hui, on a les impacts au quotidien. On a des mecs comme Kyrie en isolation. On a vu Kobe, on a vu LeBron qui était un peu plus dans le registre Magic et qui faisait des passes ou au moins essayer de prendre la position. Il est quand même plus scoreur que Magic. Hein. Essayer de passer une semaine sans parler d'isolation. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas d'isolation avec Michael Jordan, ça veut dire que je veux juste dire que lui, il l'a perfectionné. Il a utilisé la règle parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas trop l'empêcher d'isoler. Ensuite, parlons évidemment des impacts qui sont un peu rigolos et qui font triper comme tu disais avec Wilt ou avec Shaq ou avec compagnie. Des baggy shorts et la façon de porter, évidemment, c'est des choses qui ont été importées avant. On le voyait avec le Fab Five en NCAA, mais Jordan, c'était aussi un certain style vestimentaire. Dégueulasse le style vestimentaire. Hein. Non, le style sur le parquet, les baggy shorts. Sur le parquet, les shorts un peu longs, un petit peu longs. Tout à fait. Tu parlais de ses costards. Et chaussures, après, tu sais quoi, j'ai même pas envie de partir là-dedans. Les chaussures, c'est dans le marketing pour moi. Ouais, mais on était en train de se triper sur les histoires de matériel et de parquet avec Shaq. Je suis obligé de le placer aussi pour Jordan. Il y a des mecs qui ont commencé à dire. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas le mettre en haut de ta liste de critères. Et je le mets tout en bas, c'est pour ça que tu en as bien parlé. Derniers éléments que je suis obligé de dire pour Jordan, on parlait de technique. J'ai regretté pour LeBron qu'il n'y ait pas un geste à lui. Il n'a pas inventé le fadeaway, c'est devenu la signature du fadeaway. Qui ne fait pas un fadeaway dans sa chambre? Il y a des gens à l'autre bout du monde, ils prennent une boulette de papier, ils prennent leurs chaussettes, ils font un fadeaway. Il y a des joueurs qui faisaient des fadeaway avant, mais aucun n'a masterisé ça. C'est Jordan qui a masterisé le fadeaway. C'est extraordinaire. Non, mais parce que tu vois, genre même on parlait de Bird tout à l'heure, il faisait des fadeaway. Ah, mais tout à fait. Alex English et tous ces mecs-là. Je dis Wilt, c'est des mecs qui faisaient des fadeaway. Non, mais même Alex English, tu vois, dans un registre plus extérieur et tout. Mais c'est Michael Jordan qui est arrivé et qui a dit, mon gars, dans l'évolution de ma carrière, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Lui puis Kobe. J'étais hyper athlétique et puis au moment où ça va être un petit peu moins athlétique, je vais développer une arme fatale un petit peu comme Kareem Abdul-Jabbar avec le Skyhook. On l'a mis où le fadeaway dans les classements des moves les plus indéfendables? Je sais pas, mais haut. On l'a foutu bien haut. Parce que Michael Jordan est arrivé et donc tu as les changements de règles, les changements techniques, la domination, le fait qu'avant tu n'avais pas le droit d'être un arrière et d'être drafté haut pour aller remporter un titre, tu as créé une dynastie. Et je pourrais m'arrêter là avec MJ, mais on pourrait continuer pendant des heures. La révolution du jeu, mon gars, juste l'isolation. L'isolation. Après, tu l'as dit, on a essayé d'avoir des Jordanaires et des fans de Jordan dans tous les sens qui voulaient essayer de... Ah, salut, Jerry Stackhouse. Ah, et bien sûr. Même la révolution des numéros, mon gars, si tu peux aller dans tous les détails. Les mecs qui étaient là, genre, c'est qui le prochain 23? Tu portes le 9 avec la Dream Team, faut que je porte le même. Faut acheter les maillots, parce que c'est comme ça que ça se passe. J'ai la classe. C'était le mec. J'ai même pas envie de parler de ce qui se passe dans les airs. Parce que ça, je vais plus l'accréditer à Julius Erving et David Thompson. Et d'ailleurs, Jordan le fait. Jordan, il les crédite. Il dit que Julius Erving et David Thompson, c'est des gars qui sont pas assez respectés worldwide, alors qu'aux États-Unis, Julius Erving, il a tout le respect du monde. Hein. Mais Michael Jordan, dans les airs... LeBron, il le dit aussi pour Bien sûr, la révolution aérienne de Jordan. Que cet homme n'est pas humain. On va rester une seconde en l'air, on va faire des lay-ups, des up and under. C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, c'est justement pour ça que j'ai Curry devant moi. Pourquoi?
parce que Curry, j'ai l'impression que je peux le faire. Enfin, que si je m'entraîne, je vais y arriver en fait. Mais il y a d'autres qui l'ont fait. Il a un physique un peu normal. Alors, je veux dire, c'est un athlète de fou malade, hein, Curry. Hein. Bien sûr. Mais il fait quoi ? Il fait ta taille, quoi. Il est à peine plus grand que moi. Tout à fait, on fait la même taille. Voilà, bah tu vois, non mais attends. Le seul truc qui m'a empêché avec Curry de le mettre en 1, c'est quoi ? C'est qu'il y a un gars qui n'est pas dans les mentions honorables et on a vu un profil d'un mec qui n'est pas allé jusqu'au bout, mais qui était un extraordinaire sniper autour duquel on était construit, c'était Reggie fucking Miller. C'est un mec qui a révolutionné, on n'a pas parlé dans les mentions, Reggie Miller, il a été énorme. Ah oui. Pour moi, Steph, c'est évidemment une révolution, il est en 2. J'ai l'impression qu'il a ponctué une courbe du 3 points qui commençait à devenir énorme. Wow, non. Ah si. Ah, je suis pas d'accord. Ah bah je suis pas d'accord. Ce sont les statistiques. Bon, il a fait exploser la courbe. Il a fait exploser la courbe. C'est-à-dire que t'avais une courbe comme ça et tout d'un coup, hop là, qu'est-ce que c'est que ça ? Tout à fait. Exploser la courbe. Et non seulement il a explosé la courbe, mais en NBA maintenant, et c'est des professionnels avec des coachs professionnels, quand un mec prend un tir à 9 mètres, on est tous là, on s'extasie même plus, on regarde le pourcentage, est-ce qu'il aimait, est-ce qu'il aimait pas, est-ce qu'il était ouvert, est-ce qu'il était pas ouvert. La distance n'est plus trop un sujet. Mais je suis sûr qu'à Châteauroux, c'est pareil maintenant. Ouais. Moi, quand je joue au basket, à petit niveau, hein, tu prends un shoot 2 mètres derrière la ligne à 3 points, mon pote, tu vas sur le banc. Tu vas sur le banc. Et le match d'après, t'es remplaçant. Bien sûr. Parce que j'étais titulaire, oui. Tiens, voilà. Non, mais attends, t'es remplaçant. C'est interdit. Est-ce que c'était le premier joueur à faire ça ? C'est celui qui le représente. Tout à fait. C'est celui que tous les gamins veulent imiter. Tous les gamins du monde veulent imiter. Steph Curry, ils veulent plus. Il y en a qui ont essayé d'imiter Jordan ou LeBron ou Magic, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'il faut des moyens athlétiques. Dis donc. C'est qu'imiter Jordan, t'en parlais. C'est qui peut imiter Jordan en fait ? C'est compliqué. C'est pas imiter Michael Jordan, mais imiter ce que Jordan a fait. Tout le monde veut essayer de le faire. En termes de succès et tout, d'être un bon attaquant, un bon défenseur, être le mal alpha, être le mal alpha, le meilleur attaquant, le meilleur défenseur, et essayer de rester 8 heures en l'air ou au moins de faire un fadeaway. Il y a que Jordan qui peut le faire. Faire un fadeaway, tu l'as fait, je l'ai fait aussi. Non mais oui, faire un fadeaway, oui, mais tu peux dire. On a des vidéos, c'est plus compliqué pour ça. On a des vidéos. Ah, c'est compliqué les fadeaway. C'est compliqué. C'est un move compliqué, mais. Être le meilleur défenseur, le meilleur athlète, le meilleur attaquant, le meilleur leader et tout. Encore que Curry, leadership extraordinaire. Voire il amène un nouveau style de leadership qui, je l'espère très très fort, sera copié. Moi j'aime beaucoup le leadership de Curry. Mais dans le jeu, c'est complètement indéniable que ce type est en train d'influencer des générations entières. Ça se trouve, on en a pour encore je sais pas combien d'années. Ça se trouve, nous on verra même pas la fin, on sera mort avant, tu vois. Bien sûr. Genre, c'est clairement, le shoot à 3 points qui énerve tant ou qui fait tant s'extasier, qui est très polarisant et tout, et existait avant Steph Curry évidemment, a été vraiment complètement démocratisé en termes de volume et de distance par Stephen Curry. Il y a d'autres mecs en même temps que lui, Damian Lillard, James Harden, en même temps que lui. Gilbert Arenas. Quand on parle de distance des mecs en 2005 qui envoient des bombes de 10 mètres. Chris Jackson, Mahmoud Abdul-Raouf, aussi, plus tôt encore, tout avant et tout, bien sûr. Mais comme on l'a fait avec Jordan, il y a eu des David Thompson et David Sterling, et il y a un mec qui arrive et qui fait ciao bye. Non, mais c'est Steph. Quoi, puis il fait ça avec un niveau d'efficacité de fou malade, qui fait que, en fait, quand les types essaient de l'imiter, les mecs sont là, je fais. Est-ce qu'en fait. D'accord, pour faire ça, donc déjà, il faut être doué, avoir un talent de malade, mais en plus, il faut faire 500 tirs par jour. Je sais pas comment il fait Curry, mais il s'entraîne, c'est un fou malade, c'est d'une rigueur, on se rend pas compte, ça paraît cool et tout, le mec est souriant, machin et tout, mais il est d'une rigueur de travail pour obtenir cette qualité de shoot. Et ensuite, l'exploiter, combien de fois on a parlé de la gravité de Steph Curry et tout. Combien de systèmes d'équipe adverse ce type a changé ? Combien de meneurs... Regarde, Trae Young, les meilleurs meneurs d'aujourd'hui, ils shootent tous à 3 points de loin. Ils essayent. Après, ils ont plus ou moins de réussite. Salut Josh Giddy. Mais voilà, mais ils ont plus ou moins... essayer de trouver des garçons. D'accord. Genre, toi et moi, on est les premiers, genre... Attends, il est meneur, il shoot pas à 3 points. Ah, c'est chaud, c'est embêtant. Est-ce que vraiment tu peux gna 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 ? Est-ce que les défenses vont le respecter et tout ? C'est un des effets de Steph Curry. Mais je suis d'accord, c'est pour ça que moi je l'ai en 2 et que je me suis dit pendant un moment... C'est une dinguerie comment il a changé le jeu. J'aurais jamais cru. Je pense que le premier réflexe qu'ont les gens en voyant le titre, c'est de penser à Steph. Et je pense qu'il y en a plein qui vont dire, et c'est normal. Moi le premier. Mais bien sûr, ce qui m'a étonné en préparant, en cuisinant, en essayant de comprendre notamment les joueurs qui ont révolutionné le jeu, c'est que il y avait des garçons dont il s'est inspiré évidemment, qui ont essayé de faire ces choses-là, mais qui n'ont pas réussi à succès. On a parlé avec tous les autres joueurs. Steph est le propulseur.
c'est le représentant. Et il faut un visage pour ça. Et oui, en effet, maintenant, tu peux plus ne plus shooter à 3 points. Et même maintenant, on regarde les pourcentages à 3 points avec un niveau de concentration et d'intérêt qui n'existait pas, en fait. Il a modifié la manière dont les types voient les analytics. Oui. Bien sûr. Donc, du coup, il y a tout le monde qui veut des shooters à 3 points. Il me manque une règle. Ouais. Il me manque une règle. C'est-à-dire vraiment, tiens, le basketball à tout jamais. Tu sais, quand il y a eu les rumeurs de. Non, c'est-à-dire, typiquement, quand il y a eu commencé à avoir les rumeurs de ligne à 4 points. Ouais. Je sais pas si c'était souhaitable. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. En tout cas, ça aurait été l'effet Curry. En tout cas, c'est l'effet Curry. Le simple fait qu'on en parle. Le simple fait qu'on en parle, exactement. Donc, je me demande si, à la fin de la carrière de Steph, il y aura notamment une ligne dans le bouquin qu'on utilise tous, qui sera au-delà du phénomène pendant sa carrière. À multiplier par 2 le nombre de tirs à 3 points pris par les joueurs, les équipes de basket. Peut-être, et on va peut-être se rendre compte qu'en fait, c'est une règle un peu implicite, qu'en fait, il y a des gars qui vont se dire, non, mais si notre meneur ne sait pas shooter, tant pis. Regarde nous-mêmes, quand on regarde les prospects qui sont même pas encore en NBA, on dit c'est un arrière, c'est un meneur, vas-y, il shoot à 3, il n'arrive pas trop à les mettre à 3 déjà. Surtout, on regarde quel est son volume et quel est son pourcentage, et ça c'est Steph. Bah oui. Volume et pourcentage, c'est Steph. C'est une folie. Et surtout, je te dis, l'influence dans le basketball, pour le coup, worldwide. C'est-à-dire que maintenant, sur les playgrounds de Rio de Janeiro, en passant par Châteauroux et Pékin, les gamins s'arrête à 9 mètres en contre-attaque ou pas et shoot à 3 points. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, c'est ce qui crée une débat. vraie discussion, bien je sûr. l'entends, mais concrètement, c'est voilà. Et tout ce que je voulais dire, c'est que absolument, tout le monde du basket, je veux juste dire, ce n'est pas l'homme qui a créé le tir à 3 points. Ah non. Et souvent, on fait un petit peu cette omission-là, c'est-à-dire qu'il y a plein de gars avant qui ont pull-up à 3 et on s'est dit, tiens, qui sont ces joueurs-là? Lui, c'est le plus connu de tous. Et c'est le plus efficace, le plus loin. Et qui l'a poussé le plus loin. Le volume, l'efficacité. Je viens de parler là avec Jordan pour aller dans ton sens. Champion avec un meneur shooter. C'est exactement ça. C'est Barclay qui débarque en 2010 et qui dit on ne peut pas arrêter. Mais même Phil Jackson, une jump shooting team, bien sûr. Phil Jackson, bon. On aime ou on n'aime pas, c'est vrai que GM d'Enix, l'autre il commençait un peu à perdre la boule et tout. Enfin, je veux dire par là à dire des conneries, alors que c'était un coach absolument fabuleux. Le type, juste avant que les Warriors soient champions, on n'est pas champion avec l'équipe de jump shooter. Les équipes de jump shooter à 3 points, ça gagne pas de titre. Bon. Attention, les Warriors n'avaient pas que ça. Il y avait une défense, on a parlé de Draymond Green, hyper bien construit. Il y avait un autre sniper à côté de Curry. Enfin, attention, bien sûr. Mais leur dynastie, c'est l'équipe de Steph Curry. C'est l'équipe qui, pendant encore très 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 longtemps, quand on parlera de cette équipe, on dira ben ouais. Alors ouais, ils n'ont pas eu le titre cette année-là, mais ils ont gagné 73 matchs avec un meneur qui faisait un hit check derrière la ligne. C'est n'importe quoi. Donc la saison 2015-2016, pour moi la saison 2015-2016 de Steph Curry, elle a changé le basket à tout jamais, peut-être à tout jamais. Peut-être qu'il n'y a pas de retour en arrière. Peut-être qu'à cause des analytics maintenant, on va continuer à chercher des Steph Curry et plus on en aura. Faire évoluer. Le jeu continuera à évoluer. Bien sûr, d'ailleurs, peut-être qu'un jour il y aura une ligne à 4 points, et peut-être que ce jour-là, on dira ça faisait 20 ans qu'on en parle à cause de Steph. Et je pense qu'il y aura des virages, c'est-à-dire qu'il y a déjà un moment qui vont être complètement ravagés par le tir à 3 points, et la NBA va connaître, je pense aussi, à un moment où les gens vont se dire à quoi ça. On le sent déjà, des gens qui vont se dire à quoi ça sert qu'on regarde, parce que maintenant il polarise de ouf. Que des shoots à 3 points dans tous les sens. Parce que c'est les analytics, ça, pour le coup. Tout à fait. Ça va trop loin d'ailleurs. Et en ce sens, quand tu vois Steve Kerr en parler notamment, ils reprennent des préceptes des Spurs qui shootaient à très gros volume à 3 points à la fin des années 2000, début des années 2010. Donc c'était une tendance. L'astérisque que je mettais, je l'ai mis en 2. Tendance que lui a transporté à tout jamais. Et en fait, je pense qu'en effet, il aura changé le jeu pour toujours. Je me demande jusqu'où va aller cette histoire de ligne à 4 points. Je me demande si la NBA va pas un jour se dire, on agrandit un peu, ça a été le débat à un moment, la ligne de fond, pour avoir une courbe à 3 points qui est encore plus grande, pour voir si ça peut être encore plus... Que les corners soient plus loin. Certainement. C'est ça ? Ouais, certainement. D'ailleurs, Steph, autre révolution, tout le monde s'encarre maintenant du concours de dunk. Révolution Jordan notamment parce qu'il a fait des dingueries dans les 80s. Le concours à 3 points est devenu le plus gros événement de la fête du All-Star Weekend. C'est là qu'il y a le plus de concurrence. C'est là qu'il y a le plus de concurrence, c'est là qu'il y a Steph. Donc chacun a eu son truc. On a Jordan, mais toi Jordan tu l'as mis en 3. Moi je peux pas avoir Jordan derrière Wilt. En 2, ça va Wilt. Je comprends. C'est sérieux quand même. Ouais mais... Jordan est derrière Wilt. Après, je pense que si vous mettez Jordan au Curry, en fait, si vous mettez Jordan au Curry, moi je peux l'entendre. Si quelqu'un débarque et me dit que Wilt est le mec qui a le plus changé le jeu, je fais. Deuxième.
C'est bien. Quel top 10. On monte le gros tableau? Allez. Le gros tableau avec donc les joueurs qui ont le plus révolutionné le jeu. Qui avez-vous mis en 1? Est-ce que c'est Steph, Wardell Curry? Est-ce que c'est Michael Jordan? Est-ce que vous avez d'autres garçons dont on n'a pas parlé? Des petites mentions pour Elgin Baylor, qui était le premier à vraiment voler dans les airs dans les années 60 et qui a rendu le jeu très aérien. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont dit qu'Elgin Baylor c'était un des révolutionnaires. Je pense que Julius Erving aurait pu être là-dedans. Bill Walton dans l'utilisation des intérieurs. Je pensais que tu aurais Kobe. C'est pour ça que j'ai pas parlé de lui. Je prends la vraie version. Je pense que c'est une bonne mention quand même, Kobe. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a... Dans le sens où... Non, exactement. Du coup, je peux pas rentrer dans mes 10, mais par contre, le type, il a vraiment voulu être Mike et... Bah dis donc, quand ça même. existe déjà. Oui, ça existe déjà, mais ce qu'il a fait est quand même assez extraordinaire et je pense a influencé énormément de joueurs. Tout à fait. Je pense que, tu vois, Jason Tatum, il arrête pas de nous bassiner avec Kobe, il nous bassine pas avec Jordan. Pourtant, Kobe c'est normal. Est un fils spirituel. Bah donc, ça veut dire que t'es quand même un joueur qui a influencé des générations. En fait, bah oui, mais c'est le suivant. Bah ouais, mais c'est... T'as des fois le suivant, on s'en rappelle pas, on se rappelle de son papa, enfin, ou de son grand frère, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Je sais pas, les gens se souviendront pas trop de Larry Bird et c'est d'une tristesse absolue parce qu'ils vont dire on copie LeBron. Pourtant, t'écoutes LeBron, il a pris du Bird. Bien sûr. C'est quand même un peu différent quand même. Kobe et Jordan, il y a vraiment... Kobe et Jordan, il y a vraiment des similitudes absolument visuelles, incroyables. Bien sûr. Larry Bird et LeBron, les similitudes visuelles, elles sont un peu plus compliquées à voir. Elles sont évidentes. Arrêtez de plisser les yeux. Elles sont évidentes. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de ce top 10 et dans quel ordre vous avez mis les joueurs. Magnifique, on se retrouve la semaine prochaine pour un top 10 actuel. On vous dit pas le sujet, mais vous pouvez toujours en balancer dans les suggestions. On vous souhaite une magnifique semaine et on vous retrouve dans les commentaires. Des bisous, à la prochaine. Ciao.